Bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc. On attend les 18 heures pile pour commencer. Oui. Et professeur Bonas est là. Bonjour Jean-Luc, bonjour professeur. Bonjour, je vous entends pas bien là. Vous nous entendez bien? Non. Ah, vous m'avez dit non. Oui, mais on vous entend. Moi, je vous entends très faiblement. De toute façon, c'est pas moi qui vais parler, c'est vous. Ah Donc, bon? je vous dis bonsoir à tout le monde et je laisse le professeur Krakowski vous Oui. présenter la conférence. Il passera la parole ensuite à Monsieur Bonas. D'accord. On t'entend parfaitement bien, Bruno. Bon, ok, ça va. Donc, on attend le top départ de Laurent. C'est bon, On peut y aller. Non, on peut y aller. Bien, écoutez, bonsoir à tous. Je vous remercie donc tous pour votre participation à cette session de webinaire organisée par l'ASF sur les atteintes gastro-intestinales. Donc, j'ai le plaisir d'introduire le professeur Bruno Bonas. Le professeur Bonas, en fait, est gastro-entérologue. Il a donc un parcours assez long. Il a passé de nombreuses années aux États-Unis à faire de la recherche, en particulier sur le lien entre le cerveau et le tractus digestif. Et puis, depuis, il a acquis une expertise reconnue dans le domaine des maladies inflammatoires et des troubles de la motilité gastro-intestinale. Dans ce cadre-là, donc, il est référent dans le domaine de la sclérodermie dans notre institution. Et je voudrais très chaleureusement le remercier pour intervenir à nouveau. Donc, Bruno, merci beaucoup et c'est à toi. Merci Jean-Luc. Bonsoir à tout le monde. Merci pour l'invitation. Voilà, donc je vais vous faire ce topo. J'ai mis atteinte gastro-intestinale, mais en fait, je vais partir de l'œsophage. Alors, je ne parlerai pas des atteintes buccales que vous connaissez bien, oropharyngées, parce que nous, on explore surtout la motricité de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle, du côlon et de l'anneau rectal. Voilà. Donc, alors attendez, ça ne marche pas. Voilà. Alors, attendez, je vérifie ce que. Voilà. Donc, l'atteinte digestive, c'est la localisation la plus fréquente après la peau, chez plus de 90% des patients, et ça peut survenir aussi indépendamment de l'atteinte cutanée. Et en fait, ça peut toucher tout le tube digestif, vous voyez, de la bouche à l'anus. Et bien entendu, si vous avez une atteinte diffuse, eh bien, quand il y a un trouble de la motricité digestive, comme je le dis toujours aux étudiants, eh bien, au bout d'un moment, les gens mal digèrent, mal absorbent, et il y a une dénutrition sévère qui, dans le plus pire des cas, peut entraîner le décès. Donc, vous avez l'atteinte œsophagienne et anorectale qui fait 80% des atteintes. Ensuite, vous avez l'intestin grêle, le côlon, l'estomac, on va y revenir.
En fait, le problème, c'est le trouble de la motricité dans cette atteinte digestive qui est responsable de la majorité des symptômes. Et en fait, ce qui est toujours un peu décevant, je dirais, c'est que les traitements restent symptomatiques. C'est-à-dire qu'on traite les symptômes, mais malheureusement, on ne peut pas remettre un tractus digestif, un tube digestif qui est bien, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, il y a bien entendu un retentissement sur la qualité de vie, à la fois digestive, organique, fonctionnelle, psychologique, hein, évidemment, toutes ces pathologies chroniques, il y a forcément le rôle du cerveau quelque part. Et vous voyez que le taux de mortalité, je suis désolé d'en parler, mais lié à l'atteinte du tube digestif, c'est 6 à 12%, avec 15% de survie à 9 ans. Alors, j'ai un problème. Voilà. Donc, les atteintes digestives, vous avez différentes étapes. Je ne vais pas revenir sur la pathogénie de la sclérodermie, mais on passe progressivement par une atteinte vasculaire, puis neuropathique, puis myopathique, le muscle, puis ensuite c'est fibrosant, ce qui fait que tout ça fait que le tube digestif perd son élasticité, son fonctionnement normal, quoi, vous voyez. Alors, l'œsophage. C'est l'organe le plus atteint, vous voyez, 75 à 90%. Donc là, je vous ai montré un petit schéma de l'œsophage avec l'estomac ici, le duodénum. Vous avez ce qu'on appelle le sphincter inférieur de l'œsophage, qui est une zone de haute pression qui normalement est fermée, si vous voulez. Hein. Cette zone de haute pression évite le reflux de l'estomac vers le haut, vers l'œsophage. Et malheureusement, quand on a un reflux gastro-œsophagien, souvent il y a des relaxations de ce sphincter, il s'ouvre. Et le problème, c'est que dans la sclérodermie, il est ouvert en permanence. Et en plus, l'acidité de l'estomac, quand elle remonte dans l'œsophage, en temps normal, quelqu'un qui n'a pas de sclérodermie, si moi, par exemple, je fais un reflux d'acidité dans mon œsophage va se contracter pour renvoyer ce reflux dans l'estomac. C'est ce qu'on appelle la clairance œsophagienne. Vous voyez, c'est l'élimination du produit qui vient irriter l'œsophage. Et dans la mesure où il y a des troubles moteurs du bas œsophage, évidemment, ce reflux, il va rester, il va se plaire à l'intérieur de l'œsophage et il va attaquer l'œsophage. Et donc, en fait, les traitements qu'on vous donne sont là, ils ne vont pas empêcher le reflux acide, ils vont empêcher, en vous donnant un antiacide, si vous refluez, à ce moment-là, si c'est plus acide, on peut espérer que vous n'attaquez pas votre œsophage, en sachant que souvent, il faut des doses élevées d'antiacides pour éviter cette attaque de l'œsophage. Donc, vous avez des anomalies, vous avez ce qu'on appelle un apéristaltisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péristaltisme, il n'y a pas de contraction. Hein, je vais vous montrer des 2 tiers inférieurs de l'œsophage, le tiers supérieur est souvent épargné, et il y a une hypotonie donc, de ce sphincter qui est ouvert. Donc, vous imaginez que le reflux va s'en donner à cœur joie et va rester dans l'œsophage. Alors, les manifestations, ça peut être une dysphagie. La dysphagie, c'est la difficulté à avaler. Alors, souvent, au départ, c'est au solide, et puis ensuite, c'est au liquide, et les deux. L'odynophagie, c'est la douleur thoracique due au reflux. On peut avoir des régurgitations, des aliments qui vont remonter dans la bouche. Et puis, le reflux, bien entendu, le reflux gastro-œsophagien, typiquement, c'est ce qu'on appelle le pyrosis, c'est le reflux de liquide gastrique agaçant les dents. C'est-à-dire que ça peut remonter jusque dans la bouche, voire passer dans les poumons. Et d'ailleurs, vous voyez ici qu'il y a un lien entre l'atteinte œsophagienne et le poumon. C'est-à-dire que le reflux peut aller irriter les poumons, comme on le voit chez les asthmatiques qui font des reflux la nuit et qui se mettent à faire des crises. Donc, l'œsophagite, c'est l'inflammation de l'œsophage qui est liée directement au trouble moteur. Et vous voyez que l'œsophagite, quand elle est trop sévère, elle peut même aller jusqu'à la sténose, c'est-à-dire à rétrécir l'œsophage, qui fait que les aliments vont se bloquer et donner notamment une dysphagie. Et puis, on peut avoir ce qu'on appelle l'œsophage de Barrett, c'est-à-dire que la muqueuse gastrique va remonter dans l'œsophage, prendre la place de la muqueuse œsophagienne normale, et parfois, il y a des risques. Le risque, c'est le cancer de l'œsophage. Bon, heureusement, c'est rare, mais ça se surveille, bien entendu, quand on a un œsophage de Barrett. C'est une colonisation, c'est la muqueuse gastrique qui colonise l'œsophage et qui peut se transformer en cancer. Vous pouvez avoir aussi des œsophagites à candida, à champignons, notamment à force de prendre des IPP, des anti-ulcéreux, les traitements immunosuppresseurs qui favorisent les corticoïdes, etc. Et ce lien, donc, œsophage-poumon.
Alors, ce qui est important de savoir, c'est que 30% des patients ont une atteinte ésophagienne asymptomatique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes. Donc, il faut penser à la chercher par les examens de motricité. La prévalence élevée des troubles moteurs ésophagiens, vous voyez, semble liée au profil des anticorps, parce que, bon, vous savez que dans votre maladie, il y a de libération d'anticorps, l'étendue également de l'atteinte cutanée, la durée longue de la maladie. Après, les gens qui ont un reflux standard sans avoir de sclérodermie, ils ont ce qu'on appelle des relaxations transitoires de l'œsophage. C'est-à-dire que ce clapet ici va s'ouvrir de façon transitoire pour favoriser le reflux. Vous voyez, on ne sait pas trop est-ce que ça a une importance, mais je dirais qu'à la limite, dans la mesure où le sphincter, le petit clapet est toujours ouvert, ben, ça demande qu'à refluer. Après, vous avez un sous-groupe de patients qui ont peu ou pas de symptômes. Ça, c'est classique, même en dehors de la sclérodermie. Il y a des gens qui ont des reflux sans avoir de sclérodermie, et puis ils ont une petite gêne, et puis on leur fait une fibroscopie, et on tombe sur une sténose, et on dit aux gens, mais vous n'avez pas de brûlure d'habitude, vous ne percevez rien? Et ils nous disent, ben non, moi je me plains de rien, j'ai une petite gêne sans plus. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des gens qui sont peu ou pas symptomatiques dans la sclérodermie avec une atteinte œsophagienne. Oui. Le reflux gastro-œsophagien, en plus, il est le fait du retard de la clairance œsophagienne, hein, de l'élimination de ce reflux quand il va dans l'œsophage. Alors, on sait qu'il y a aussi des anticorps antineurones du système du petit cerveau, hein, qui est dans le tube digestif, le système nerveux intrinsèque, ou ce qu'on appelle le deuxième cerveau. On parle de neuropathie auto-immune. Et quel est le rôle exactement de ces anticorps dans cette atteinte? Probablement que ça joue. Il y a des anticorps aussi anti-muscariniques contre l'acétylcholine, contre les récepteurs à l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le moteur, je dirais, c'est le médiateur qui stimule la motricité du tube digestif. Et quand cette acétylcholine ne marche pas, ben, vous ne stimulez pas votre appareil digestif. Alors voilà, ça c'est pour vous montrer, quand on enregistre la motricité de l'œsophage, on met une petite sonde comme ça, vous voyez, qui est ouverte et perfusée, avec un débit d'eau qui va s'éliminer par ces petits trous, et on va enregistrer les conséquences de la contraction de l'œsophage à l'écoulement de la résistance par les contractions de l'œsophage à l'écoulement de l'eau. C'est la loi de la place T égale P sur L. T égale, la tension est égale à la pression dans l'œsophage sur le rayon. C'est-à-dire si je rétrécis, je contracte. Bruno, je te prie de m'excuser. On nous demande, est-ce qu'il est possible que tu baisses ta caméra pour qu'on puisse voir ton visage en entier? Mais je pense, vous le voyez parce que j'ai coupé la vidéo. Oui, en fait, on le voit. Il y a quelques adhérents qui sont malentendants et qui voulaient d'accord, voir ok. les lèvres. D'accord. Et là, Là, c'est bon, vous me voyez? Oui, parfait. D'accord. Voilà. Donc, en fait, cette manométrie, c'est l'étude de la motricité. Et donc, quand on vous met cette sonde, on vous fait avaler un peu d'eau et on va voir des contractions. Vous voyez, ces ondes-là, un peu comme un électrocardiogramme, vous voyez, qui se décalent dans le temps. Vous voyez, si toutes les ondes-là étaient verticales, ça ne se propagerait pas. Tout marcherait en même temps, c'est ce qu'on appelle l'œsophage casse-noisette, comme si on cassait des noisettes. Vous voyez. Donc, il faut que ce soit décalé. Donc, ça, c'est un tracé normal. Vous voyez que ça se propage. Donc, quand j'ai avalé, il y a des contractions qui vont pousser mes aliments et le clapet, là, va s'ouvrir. Vous voyez, il y a une relaxation et ensuite, il se referme. Ça, c'est un tracé normal. Dans la sclérodermie, eh bien, vous voyez que vous avez des contractions en haut, plus rien du tout en bas par rapport à là, c'est complètement aplati et il y a une hypotonie, le clapet, là c'est en anglais, c'est le sphincter œsophagien de l'œsophage inférieur en anglais, traduit en anglais, eh bien il est ouvert. Donc ça demande qu'à refluer et quand ça va arriver dans l'œsophage, eh bien il ne va pas y avoir, l'œsophage ne va pas dire à l'acidité, retourne dans l'estomac, ça va y rester. Alors ça, c'est une autre technique d'enregistrement de la motricité qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on appelle la manométrie haute résolution, où il y a plein de capteurs. L'avantage, c'est qu'on a plein de capteurs, beaucoup plus que ce que je vous ai montré, le long de l'œsophage. Et notamment, c'est très intéressant pour la partie haute, notamment. Et vous voyez que là, vous avez un tracé normal avec quand c'est rouge, ça se contracte. Vous voyez que là, ça se propage et là, ça va se relâcher, etc. Alors que là, on n'a rien du tout par rapport à là. C'est-à-dire qu'on a un œsophage qui est atone et une pression œsophagienne qui est basse. Donc, ça va refuler plein pot, comme on dit classiquement, et ça va rester dans l'œsophage. Donc, ça va attaquer votre œsophage. Là, c'est pareil.
c'est quand on enregistre non pas la motricité, mais qu'on met une petite sonde dans l'œsophage et qu'on enregistre le pH, l'acidité sur 24 heures. Hein, c'est une petite sonde, certains d'entre vous l'ont peut-être eu. On met une petite sonde dans l'œsophage qui est reliée à un boîtier informatique. On vous met la sonde, vous repartez chez vous, vous vivez normalement et vous revenez le lendemain. On enlève la sonde et le boîtier et on déroule le tracé par informatique. Et là, vous voyez qu'on voit de l'acidité, etc. Et on va avoir une idée, là c'est les repas, là je dors, vous voyez, et on va avoir une idée de l'acidité dans votre œsophage sur 24 heures. Alors, ça peut avoir un intérêt, cet examen, notamment si vous êtes sous IPP, sous inhibiteur de la pompe à protons, pour voir est-ce que, quand je suis traité, je continue à refluer. Sous-entendu, mon traitement n'est pas assez puissant, n'est pas assez efficace ou j'en prends pas assez. Vous voyez, ce qui est le cas ici. Alors, ça, c'est pour l'œsophage. Ensuite, vous avez l'estomac. Alors, l'estomac, il est atteint aussi, vous voyez, dans 10 à 70% des cas, donc c'est très variable, hein, suivant les études. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme dans l'œsophage, j'ai un estomac qui est atone, c'est-à-dire que j'ai une gastroparésie, un estomac, comme je dis à mes patients, qui est feignant, qui ne se contracte pas comme l'œsophage. Comment ça se traduit? Typiquement, c'est ce qu'on appelle la satiété précoce. Quand je mange, je suis vite rassasié, je n'arrive pas à finir mes repas, j'ai une pesanteur, j'ai un poids sur l'estomac, j'ai l'impression que je n'ai pas digéré, je suis ballonné, je peux même avoir mal à l'estomac, vous voyez, et je peux avoir des nausées, voire des vomissements, je revomis ce que je viens de manger et je vais mieux après. Voilà. Moi, ce matin, j'ai vu une patiente qui n'a pas de sclérodermie, mais qui me décrit ça. C'est ce qu'on appelle la gastroparésie idiopathique, où on trouve, il y a un rôle du stress, d'ailleurs, souvent, il y a un contexte psychologique particulier. Elle me décrit exactement ça. Donc, je lui ai dit, ben, on va étudier la vidange de votre estomac, vous voyez, par une technique qui s'appelle la scintigraphie gastrique. Alors, évidemment, si mon estomac ne se vidange pas, eh ben, il va favoriser le reflux gastro-œsophagien. Voyez, on sait que les gens qui ont un reflux sans avoir de sclérodermie, ils ont souvent, dans un tiers des cas, une gastroparésie qui va favoriser le reflux. Voilà. Alors évidemment, on peut avoir une atteinte aussi, une gastrite, si c'est hyperacide, si ça ne se vidange pas bien. Évidemment, si mon estomac et mon œsophage ne marchent pas bien, eh bien évidemment que les aliments, je ne vais pas bien les digérer, les fragmenter. L'estomac, c'est un moulin à café, hein. C'est comme un moulin à café, il fragmente les aliments et ensuite il les envoie dans le duodénum. Et s'il ne les fragmente pas bien parce qu'ils ne marchent pas assez, eh bien vos aliments ne vont pas bien digérer, vous n'allez pas être bien parce que vous allez avoir toute cette pesanteur, etc. Et puis, au niveau de l'estomac, on peut avoir, je vais vous montrer après, ce qu'on appelle des espèces de télangiectasie. C'est des anomalies vasculaires qui peuvent saigner et donner des carences martiales. Je vais y revenir. Voilà, ça, c'est la technique de scintigraphie gastrique. C'est l'étude scintigraphique de la vidange gastrique que certains d'entre vous ont dû avoir. Qu'est-ce qu'on fait? On vous donne un repas solide liquide, normal, hein, qu'on marque avec des émetteurs radioactifs. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas irradiant, hein, c'est comme si on vous faisait une radio des poumons. Et puis, vous allez prendre ce repas et vous allez vous mettre régulièrement devant une gamma caméra qui va capter le rayonnement émis par les solides et les liquides. Pour les solides, ils sont marqués avec du technétium 99M, les liquides de l'indium 111 DTPA. Et le médecin qui est en médecine nucléaire, qui vous fait cet examen, il va étudier la décroissance de la radioactivité, vous voyez, dans l'estomac. Là, vous avez les liquides qui se vidangent plus vite que les solides, hein, c'est classique. Et là, les solides, vous voyez, quand vous mangez les solides, il y a une petite phase de latence, le temps que l'estomac s'adapte au repas, puis ensuite l'estomac se vidange. Un peu plus vite quand c'est semi-solide que si c'est solide, évidemment. Et les liquides, c'est plus vite. Hein. Voilà. Donc, on peut suivre, si vous voulez, l'élimination de cette radioactivité. Et on va dire, voilà, on va calculer le temps de demi-évacuation, le temps au bout duquel j'ai évacué 50% des solides, 50% des liquides, et on va comparer ces valeurs à une population témoin. Et on va dire, voilà, c'est normal, c'est accéléré, mais plutôt dans la sclérodermie ou dans la gastroparésie au sens large du terme, eh bien, il peut y avoir un ralentissement de la vidange des solides, des liquides, voire un des deux, voire les deux. Voilà. Au niveau de l'estomac, les lésions qu'on voit dans la sclérothermie, ce sont ce qu'on appelle les ectasies vasculaires antrales, vous voyez, c'est cette fragilité de la paroi, ce qu'on appelle l'estomac watermelon en anglais, vous voyez, c'est vasculaire, tout ça, et ça, évidemment, ça peut saigner et ça peut donner des hémorragies, voire des carences en fer, comme on peut le voir, vous voyez, dans la sclérodermie.
Vous voyez, ça peut être associé aussi à des lésions cutanées, vous voyez, dans 60% des cas. On ne sait pas trop à quoi c'est dû, mais c'est probablement des lésions de l'endothélium des vaisseaux. Ensuite, évidemment, si on descend, vous avez l'intestin grêle, qui est la deuxième atteinte après l'œsophage. Dans 30 à 80% des cas, vous voyez, eh ben, il y a la même chose. L'intestin grêle ne va pas bien marcher. Il est ralenti, il ne marche pas bien. Et donc, évidemment, on va avoir des conséquences de ce trouble de la motricité, le trouble du transit. On va avoir ce qu'on appelle des POAC, des pseudo-obstructions intestinales chroniques. C'est comme une occlusion. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer du côlon, qui bouche le côlon, il va faire une occlusion, mais parce qu'il y a quelque chose qui bouge dedans. Tandis que là, c'est l'intestin grêle qui se bloque parce qu'il ne marche pas. Vous voyez, c'est un peu la même chose quand les gens ont eu de la radiothérapie sur le ventre, notamment pour des cancers gynécologiques. Moi, j'ai vu des patients qui avaient été guéris de leur cancer, sauf que les rayons avaient esquinté l'intestin grêle et ils avaient des occlusions à répétition, c'est-à-dire qu'ils avaient un ventre qui gonflait, ils avaient des nausées, des vomissements. Et dans ces cas-là, eh bien, on attend que ça se passe, on hospitalise les gens, on leur met des perfusions, on les met à jeun, et puis spontanément, ça repart, spontanément. Eh bien, c'est la même chose dans la sclérodermie. On a des occlusions transitoires qui peuvent prendre du temps parfois, qui nécessitent des hospitalisations, et puis on essaye de stimuler la motricité, et je vais y revenir. Évidemment, notre intestin grêle, s'il ne marche pas bien, il a des bactéries à l'intérieur, et le fait que l'intestin grêle se contracte, comme l'œsophage, comme l'estomac, fait que ça va diminuer et ça va éviter les pullulations microbiennes des bactéries qu'on a, puisqu'en fait, la motricité va tuer les bactéries en temps normal qui vont renaître, etc. C'est comme la peau qui, quand vous êtes bronzé, et puis après ça desquame. Là, c'est la même chose. Vous avez une pullulation microbienne du grêle, ce qu'on appelle le SIBO en anglais, hein, dans 50% des cas. Et les bactéries qui pullulent, eh bien, elles vont consommer votre vitamine B12, elles vont fabriquer de la vitamine B9 et elles vont digérer un peu vos aliments. C'est-à-dire que ce qui vous est destiné va être consommé par ces bactéries qui vont servir au passage, quoi. Et puis, on peut avoir aussi parfois, je vous montrerai, de la pneumatose intestinale, c'est-à-dire de l'air dans la paroi qui est favorisé par cette pullulation microbienne du grêle. Et comme le grêle est relâché et atone, on peut avoir aussi des hernies, des diverticules du grêle, comme une hernie de votre nombril, par exemple, ce qu'on appelle les hernies ombilicales, ou les diverticules du côlon, qu'on voit souvent chez les gens constipés du fait des hyperpressions. Donc, évidemment, quand on a ces POAC, eh bien, c'est un peu comme pour l'estomac, il y a des nausées, des vomissements, le ventre qui gonfle. Les gens vous disent, j'ai un ventre de femme enceinte. La distension qui donne des douleurs abdominales. On peut avoir de la diarrhée parce que quand vous avez une pullulation, on peut avoir de la diarrhée due à cette pullulation. Et puis, évidemment, on peut avoir un syndrome de malabsorption puisque les bactéries vont pulluler. On peut avoir une diarrhée graisseuse, les graisses ne sont pas digérées. On peut avoir des carences vitaminiques, nutritionnelles, on va maigrir. On peut avoir des anémies, des carences en fer. Carence martiale, c'est carence en fer. Voilà. Vous voyez, ça, c'est pour vous montrer, quand vous êtes à jeun, vous avez, de la même façon que je vous ai montré au niveau de l'œsophage, eh bien, vous avez des fronts de migration, des contractions, ce qu'on appelle le complexe moteur migrant. C'est un complexe qui comprend une phase 1 où il y a très peu d'activité, c'est plat, une phase 2 où il y a une activité irrégulière. Et vous voyez que la phase 3, c'est ça, c'est très typique. On le voit très bien sur un tracé normal. On voit ces phases 3 qui se propagent. Vous voyez, on enregistre ici, 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 comme pour l'œsophage. Et à ce moment-là, on vous laisse à jeun pendant la nuit avant l'examen. On met une sonde dans l'intestin grêle en passant par le nez. On peut la mettre sous anesthésie générale. Et puis, on va enregistrer pendant une journée, par exemple. Et ensuite, on va vous donner un repas. Et donc, à jeun, l'intestin grêle est balayé par ce qu'on appelle ce complexe moteur migrant, en anglais MMC ou CMM en français, qui est le balayeur de l'intestin grêle. C'est-à-dire qu'il va repousser vers le côlon ce qui n'a pas été digéré ou absorbé par l'intestin grêle, et il va servir de décontaminant pour éviter la pullulation de bactéries. C'est le balai, on appelle ça le housekeeper en anglais, le balayeur. Alors évidemment, si votre estomac ne marche pas bien, que votre grêle ne marche pas bien, qu'en plus vous avez du reflux, qu'on vous donne des anti-ulcéreux, alors c'est bien, évidemment, ça va combattre le reflux, mais ça peut favoriser la pullulation de bactéries,
puisque moi, je dis toujours à mes patients, l'acidité, l'estomac, il a un double rôle. C'est un moulin à café, il fragmente les aliments et il sécrète l'acidité qui sert à quoi? Qui sert à décontaminer l'intestin grêle. Donc, c'est bien de donner des IPP, mais en même temps, ça peut favoriser des pullulations de bactéries. Et donc, quand on enregistre ce tracé, chez quelqu'un qui a, vous voyez, ça c'est un tracé normal, avec ces phases 3 qui sont typiques, vous voyez, qui se propagent. On a une phase 1 qui est plate, une phase 2 d'activité régulière, et vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le front d'activité. C'est un peu comme je dis toujours, quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez des vagues arriver vers vous. Eh bien, ces vagues, ce sont ces phases 3 qui poussent vers la fin du grêle, ce qui reste dans l'intestin grêle. Et là, vous voyez que ça peut être un tracé comme on voit dans la sclérodermie où il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se propage. Donc, ça va stagner, ça va favoriser la pullulation de bactéries. Alors, on peut faire ce qu'on appelle des tests respiratoires à l'hydrogène. Alors, il y en a plusieurs, notamment chez les gens qui sont intolérants au lactose, au fructose. Là, on va vous donner du glucose qui va être à ce moment-là métabolisé par les bactéries qui sont dans l'intestin grêle, qui va être absorbé et ensuite qu'on va doser dans l'air expiré. C'est un peu comme un éthylotest. Si on dosait l'alcool dans l'air expiré de quelqu'un qui a bu, on va voir s'il y a un pic d'hydrogène qui a été libéré par les bactéries qui ont pullulé dans votre intestin grêle. Et on va dire, ben voilà, il y a un pic d'hydrogène, etc. Donc, il y a bien une pullulation microbienne du grêle. Alors, ces tests, on les fait couramment dans notre laboratoire. On en fait tellement qu'actuellement, on a des délais énormes. Et parfois, moi, quand le délai est trop long, eh ben, je dis, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous décontaminer. On va vous donner un antibiotique qui va lutter contre cette pullulation. Et vous me direz si vous êtes mieux, etc. Vous voyez, c'est un test thérapeutique. Voilà, ça c'est le principe. Vous voyez, on peut faire du lactulose, on donne du glucose. Vous voyez, en cas de pullulation, il y a de l'hydrogène qui va être libéré, qui va arriver par voie pulmonaire, et on va vous faire souffler dans des petits tubes, et on va voir quel est le degré de pullulation comme ça. Et on va dire le test est positif, le test est négatif. Évidemment, dans la sclérodermie, le test est plutôt positif. Ensuite, on passe au côlon. Donc, il est moins souvent atteint que le grêle, mais il est quand même atteint. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, on peut avoir la même chose, une pseudo-obstruction colique, un côlon qui ne marche pas, qui peut s'arrêter complètement. On peut avoir ce qu'on appelle la perte des ostrations. Quand on est dans le côlon en endoscopie, on a ce qu'on appelle des ostrations des arches, vous voyez, comme dans une église, des arches. Et on peut avoir des diverticules aussi, comme pour le grêle, du fait de la faiblesse de la paroi. On peut avoir une pneumatose colique, je vais vous montrer, des télangiectasies que je vous ai montré dans l'estomac. Et les symptômes, c'est les mêmes que pour le grêle. J'ai le ventre qui gonfle quand je mange, j'ai de la diarrhée ou je suis constipé, ça n'avance pas, j'arrive pas à aller aux toilettes. Il y a des risques d'impaction fécale, vous voyez, les selles peuvent se bloquer dans le côlon. On peut même avoir des risques de perforation, bon, c'est quand même exceptionnel. Et on peut avoir un côlon plein de matière fécale parce que mon côlon ne marche pas, ne propage pas les ondes de contraction. Alors, quand c'est qu'on fait une coloscopie, souvent vous avez plus une fibroscopie parce que les gens ont des reflux, ont des brûlures œsophagiennes, mais on peut faire une coloscopie quand il y a ce qu'on appelle les red flags, les signaux rouges, les signes d'alarme. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est notamment si je maigris, si j'ai du sang dans les selles, si j'ai des douleurs importantes, mais souvent vous avez ce type de symptômes. Donc, souvent, on est amené à faire une coloscopie, notamment pour ne pas laisser passer un cancer du côlon, bien entendu. Mais les symptômes coliques sont liés surtout aux troubles de la motricité. Voilà, ça c'est la pneumatose, c'est de l'air qui a été libéré par la pullulation microbienne, vous voyez, qui a envahi, je dirais, la paroi colique. Vous voyez, c'est comme et là, si je mettais une aiguille là, j'aurais de l'air qui sortirait, vous voyez, et on le voit ici, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pneumatose colique. Alors, on ne fait rien de particulier là-dessus et ça peut se perforer, mais en général, ce n'est jamais très sévère. Mais en général, ça reste comme ça. Et le but, c'est de lutter contre la pullulation de bactéries. Au niveau en bas, donc quand on arrive à l'anneau rectal, ça atteint 50 à 70% des patients. C'est la même chose, c'est-à-dire que toute cette sphère, le rectum et l'anus ne marchent pas bien. Il y a une pression du sphincter anal au repos qui est basse. Donc, je peux avoir une incontinence anale, c'est-à-dire j'ai une fuite de mes selles, je ne contrôle pas. Vous voyez,
Il y a une diminution de la compliance rectale, c'est-à-dire de l'élasticité du rectum. Le rectum, il a cette particularité, il est comme une ampoule, vous voyez, comme une ampoule, hein, on appelle l'ampoule rectale, c'est-à-dire qu'il n'est pas rectiligne, et cette particularité d'être comme un ballon de rugby, je dirais, lui permet d'accumuler les selles. Eh bien, quand vous avez une rigidification, une fibrose de la paroi du rectum, eh bien, vous allez, au lieu de le volume maximal que peut tolérer le rectum, c'est 300 millilitres. Eh bien, on aura une diminution de la compliance, c'est-à-dire qu'à 50 millilitres ou 100 millilitres, les gens vont avoir l'impression d'avoir un rectum plein, comme en haut l'estomac qui est plein dès que j'ai mangé parce que j'ai une gastroparésie. On peut avoir paradoxalement des constipations, on peut avoir un prolapsus du rectum et qui va sortir par l'anus. Et donc, dans ces cas-là, on va faire une manométrie anorectale qui va nous permettre de voir qu'il y a des anomalies de la contraction. Donc, la manométrie anorectale, ouais, c'est une petite sonde là, avec des ballonnets qu'on passe par l'anus. Ce n'est pas méchant comme examen. Et puis, on va gonfler les ballonnets et on gonfle les ballonnets pour vous donner envie d'aller aux toilettes. Donc, dans une manométrie anorectale, vous avez là une contraction du rectum. Quand on a envie d'aller aux toilettes, on contracte son rectum. On relâche ce qu'on appelle au niveau, vous avez le sphincter anal interne qui fait partie du muscle du tube digestif et le sphincter anal externe qui est lui volontaire. Celui-là, le sphincter anal interne, SI ici, il est involontaire. Tandis que le sphincter anal externe est volontaire. Si par exemple vous êtes dans la rue, comme je dis toujours à mes patients, que vous avez envie d'aller aux toilettes, vous allez contracter l'anus en disant bon, j'attends, je n'ai pas envie de perdre de sel. En sachant que dans la sclérodermie, évidemment, l'anus ne se contracte pas bien. Donc en temps normal, je contracte mon rectum, je relâche ce sphincter, les selles descendent un peu, mais de façon réflexe, je vais bloquer l'anus. Et puis, au bout d'un moment, la pression va augmenter dans le rectum et à ce moment-là, on va avoir contraction, relaxation, ouverture et ouverture. Ça, c'est ce qui se passe en temps normal. Dans la sclérodermie, on peut avoir une ouverture en permanence qui fait que je suis incontinent. Alors, bien entendu, l'atteinte digestive, si elle atteint tout le tube digestif, mais on n'a pas besoin forcément d'avoir une atteinte de tout le tube digestif pour avoir une dénutrition. Hein. Si on a une atteinte de l'œsophage, de l'estomac et du grêle, si vous avez un reflux permanent, que l'œsophage bloque, etc., les gens, au bout d'un moment, ils ne mangent pas comme normal, quoi, si vous voulez. Donc, ils vont se dénutrir. Donc, c'est favorisé toujours par les troubles de la motricité, les troubles de l'humeur et la dépression. C'est sûr que dans toute maladie chronique, on peut être déprimé, ne pas avoir envie de manger, etc. On passe par des hauts et des bas. Hein. Je le vois chez mes patients qui ont une sclérodermie ou qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, il y a une association, vous voyez, entre le statut nutritionnel qui est pauvre et l'activité et la sévérité de la maladie. Évidemment, plus la maladie est sévère, notamment au niveau du tube digestif, plus il y a un retentissement nutritionnel. Et bien entendu, c'est prédictif du raccourcissement de la survie, de la durée de vie. Donc, il faut la rechercher systématiquement en dosant l'albumine, la préalbumine, on dose des protéines dans le sang. Vous voyez, on vous pèse, on étudie la masse musculaire, etc. Et puis parfois, on est obligé, pour nourrir les gens, de mettre une petite sonde, non pas dans l'estomac, parce que l'estomac ne marche pas bien, mais de pousser la sonde dans l'intestin grêle, encore que le grêle peut ne pas bien marcher. Vous voyez, donc c'est toujours le même problème. Mais souvent, en court-circuit, on pousse la sonde après l'estomac. C'est ce qu'on appelle une sonde nasogastrique ou entérale ou nasogéjunale. Vous voyez, qu'on va pousser dans l'intestin grêle et on vous nourrit avec des poches d'aliments prédigérés, avec une pompe, et on passe classiquement les aliments la nuit pour que la journée, vous puissiez être libre en sachant que vous aurez la sonde au bout du nez et tout. Donc, ces sondes, on ne peut pas les laisser trop longtemps. Au maximum, on les laisse 1 mois. Ça peut être une solution d'attente pour vous remonter, pour vous faire prendre du poids, mais malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. Et donc, parfois, on fait ce qu'on appelle des gastrostomies, c'est-à-dire qu'on met l'estomac, on fait communiquer l'estomac à la peau. On ouvre au niveau de la peau, hein, on fait communiquer l'estomac avec la peau. Ça se fait sous endoscopie par voie, sous anesthésie générale. Et on va passer ce qu'on appelle la gastrostomie avec PECJ, c'est-à-dire que par l'orifice qui communique avec l'estomac, on va pousser une sonde, non pas dans l'estomac, mais plus loin dans l'intestin grêle, pour vous nourrir directement. C'est l'équivalent de la sonde qu'on pousserait dans l'intestin grêle par le nez. Hein, voilà.
Et puis parfois, on fait des jéjunostomies par l'endoscopie, pendant une endoscopie ou chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va directement mettre l'intestin grêle à la peau au cours d'une endoscopie, hein, ça se fait couramment, ou par voie chirurgicale. Et puis, pourquoi l'idéal, c'est quand même d'alimenter les patients par le tube digestif, parce que c'est quand même plus physiologique, même si ce n'est pas amusant d'avoir une sonde ou d'avoir une gastrostomie, évidemment, mais ça permet de stimuler le grêle, de le faire sécréter, d'éviter la pullulation de bactéries. Si on vous laisse votre intestin grêle sans rien du tout dedans, eh bien, vous allez avoir une atrophie de l'intestin grêle, hein, comme la peau qui s'atrophierait. Et puis, les enzymes vont se mettre au repos et donc, vous allez avoir un intestin grêle qui devient atrophique. Et parfois, malheureusement, même quand on fait ça, les gens ne sont pas bien parce qu'ils ont un intestin qui ne se contracte pas bien, ils ont des réactions de nausées, de vomissements, de pesanteur. À ce moment-là, on va court-circuiter le tube digestif en passant directement les aliments par voie veineuse. On vous met soit un cathéter veineux central sous clavier, soit ce qu'on appelle des PICC lines, un cathéter qu'on va brancher au niveau du coude, là, et ça, c'est les radiologues qui font ça. Ils vont pousser sous contrôle échographique le cathéter pour aller vers le cœur et vous nourrir directement en intraveineux. Ça n'empêche pas que vous mangiez, en sachant que la nourriture par la bouche ne sera pas forcément importante, mais ça permet de garder le fait de manger, d'avoir le goût, etc. Encore que le goût n'est pas toujours au top, bien entendu. Voilà. En sachant que la nutrition parentérale, ce n'est pas non plus l'idéal parce que le cathéter se bouge, s'infecte, et puis souvent on est obligé de l'enlever, de le remettre, etc. L'idéal, c'est quand même d'utiliser le tube digestif. Voilà. Alors ça, je vous ai mis patient, c'est un terme en anglais. Quand on fait de la recherche ou même sans faire de recherche, on a des scores, ça c'est l'unité de Californie, etc., le GICLI, où on vous pose des questions sur vos symptômes et puis on va faire un rapport, on va avoir une idée de l'intensité de vos troubles. Bon, ça peut s'utiliser en temps normal, mais souvent dans les études de recherche clinique. Alors, concernant le traitement maintenant, les bases du traitement. Le traitement, vous voyez, des manifestations gastro-intestinales, enfin œso-gastro-intestinales, dans la sclérodermie, il est symptomatique. On traite les symptômes. On ne remet pas un intestin, malheureusement, à neuf. Vous voyez. Moi, je dis souvent à mes patients, c'est comme si vous prenez votre voiture qui est toute neuve, vous tournez la clé et le moteur ne marche pas, vous n'avez pas de moteur, et bien la voiture ne démarrera pas. Donc, c'est ça le gros problème dans cette maladie, c'est qu'on traite les symptômes. Mais malheureusement, on n'a pas actuellement de remède miracle pour remettre en fonctionnement un tube digestif normal, si vous voulez. Donc, le traitement, il consiste en un traitement antiacide, l'administration intermittente ou cyclique d'antibiotiques pour décontaminer l'intestin, et puis ce qu'on appelle des agents prokinétiques. Prokinétique, la kinésie, c'est la motricité, c'est-à-dire que des agents qui vont stimuler la motricité. En sachant bien entendu que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on va vous donner un prokinétique qui ne va pas forcément agir parce que le tube digestif, malheureusement, est déficient. C'est pareil, si vous remplissez le réservoir de votre voiture et que vous n'avez pas de moteur ou que le moteur ne marche pas, etc. C'est un peu le gros problème que l'on a. On les essaye, bien entendu, hein, on n'est pas là pour être défaitiste, mais on les essaye, mais ce n'est pas toujours l'idéal. Hein, vous en savez quelque chose, je pense. Alors, vous voyez, il n'existe actuellement aucun médicament modifiant la maladie pour cette complication dévastatrice de la sclérodermie qu'est cette atteinte digestive. Et les connaissances limitées sur la pathogénie et le manque de modèles animaux. On n'a pas vraiment de modèle, à ma connaissance, Jean-Luc pourra me contredire, qui fait que ça entrave le développement de nouvelles thérapies. Vous voyez. Mais même sans avoir de sclérodermie, moi j'ai beaucoup de patients qui ont des poids, qui ont des pseudo-obstructions intestinales, et je suis gêné parce que je donne des médicaments qui stimulent la motricité, des choses comme ça, des antiacides, mais ça ne marche pas toujours sans avoir de sclérodermie. Alors, on va traiter donc votre reflux gastro-œsophagien. Le but, c'est de réduire le temps d'exposition de l'œsophage à l'acide. Il ne faut pas que l'acide reste longtemps parce qu'en plus, comme mon œsophage ne marche pas, je ne vais pas le renvoyer dans l'estomac. En temps normal, c'est ce qui se passe. Il faut réduire la contribution potentielle à l'inflammation pulmonaire. Évidemment que si vous refluez beaucoup jusque dans la bouche, etc., ça peut passer dans les poumons et ça peut attaquer votre poumon qui est déjà embêté, quoi. Alors après, ça passe déjà par des règles hygiéno-diététiques,
bien mastiquer les aliments, ou manger déjà mou si vous voulez, éviter les aliments qui diminuent le clapet, le gras, le chocolat, tout ce qui est gras, chocolat, éviter les repas, l'alcool, le tabac, les anti-inflammatoires, l'aspirine qui vont rester dans votre estomac et qui vont attaquer votre estomac, faire des repas fragmentés, faire des collations, c'est-à-dire que moi je dis, il faut, je pense que vous le savez, au lieu de faire 3 repas, ben, il faut faire l'équivalent de 3 repas en 6 fois par exemple, ou en 5 fois. Vous voyez, éviter les repas copieux, notamment le soir, ne pas trop manger le soir pour avoir un estomac qui est plein et que je vais dormir, je vais refluer, etc. Éviter les exercices physiques intenses dans les 3 heures avant le coucher. Dormir avec la tête du lit surélevé. Éviter tout ce qui est tous les traitements à toxicité œsophagienne, comme les anti-inflammatoires qui pourraient rester dans votre œsophage, l'aspirine et attaquer votre œsophage. Éviter des médicaments qui ralentissent la motricité, comme les anticholinergiques. L'acétylcholine, c'est le moteur. Si je bloque le moteur, eh bien, je vais favoriser ces troubles. Les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques. Le calcium est important dans la motricité. Vous voyez, voilà. Alors après, vous avez les éternels IPP, inhibiteurs de la pompe à protons. Les plus efficaces sont les médicaments les plus efficaces pour supprimer l'acidité. Il faut les prendre 30 à 60 minutes avant le repas. Alors le plus connu, c'est l'oméprazole, c'est le plus ancien dans la plupart des études, mais la plupart des médicaments sont équivalents. Maintenant, vous avez l'oméprazole, les oméprazoles, le pantoprazole, enfin, ils ont tous la même efficacité, en gros. Après, vous aurez toujours des gens qui vous diront, ben, moi, je tolère mieux celui-là que celui-là, mais en gros, ils ont la même efficacité. Alors, dans les études, on montre qu'il y a une disparition des symptômes après 4 semaines, c'est-à-dire que dans les études, ils font 4 semaines de traitement, en sachant que si vous arrêtez le traitement, vous allez continuer à refluer. Et donc, ce sont souvent des traitements qu'il faut prendre au long cours. Pareil en traitement d'entretien, vous voyez. Bon, on améliore les symptômes, on peut cicatriser l'œsophage, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Le but, c'est de réduire le temps d'exposition acide de l'œsophage, vous voyez, qui est obtenu quand même dans un pourcentage important avec l'oméprazole, hein, c'est le Mopral notamment, enfin il y en a plusieurs, maintenant on donne des génériques, hein, mais parfois ça ne suffit pas, c'est-à-dire que parfois il faut des taux importants. Ça c'est une étude avec le lansoprazole qui est un autre IPP, vous voyez, voilà. Je vais un peu passer parce qu'en fait tous ces médicaments, en gros, ils ont la même efficacité, reste à savoir. Parfois, j'ai besoin de doses plus élevées, 20 mg matin et soir ou 40 mg suivant le médicament, voire 3 fois par jour, vous voyez. Et puis, parfois, on rajoute un antihistaminique, comme la ranitidine, le raniplex, parce qu'il y a la théorie que l'acidité nocturne dépend plus de l'histamine. Hein. On a des histaminocytes qui sont des cellules qui sont dans l'estomac, qui libèrent de l'histamine, qui stimulent la sécrétion acide. Donc, il y a des gens qui disent qu'en fait, il faut rajouter un anti-H2 le soir si les gens sont déjà sous double dose d'IPP, parce qu'on peut améliorer comme ça l'hyperacidité nocturne qui est sous la dépendance de l'histamine. Voilà, donc parfois, moi, j'associe un antihistaminique le soir au coucher. Alors, parfois, ça peut être intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, d'enregistrer l'acidité de votre œsophage. Par exemple, vous êtes sous IPP, on va dire lansoprazole, 30 mg matin et soir, et vous nous dites, ben, j'ai toujours la brûle, etc., j'ai des brûlures. Donc, alors soit on passe à 3 par jour, à l'aveugle, comme ça, soit on va vous faire un enregistrement de l'acidité de votre œsophage sous lansoprazole matin et soir. Et on va voir si à un moment donné, vous avez des pics d'acidité sur 24 heures, à un moment donné où vous n'êtes pas couvert par ce médicament, ce qui peut nous aider à modifier le schéma thérapeutique des IPP chez vous. L'inconvénient, comme je vous disais, c'est que les IPP, on peut en prendre toute sa vie. Hein, c'est le cas des gens qui ont un reflux sans avoir de sclérodermie. Mais l'inconvénient, c'est que l'acidité, elle est là pour décontaminer l'intestin grêle. Et donc, on favorise la population microbienne du grêle. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Chez vous, en sachant qu'en plus, vous pouvez avoir des troubles de la motricité du grêle. Donc, on favorise un peu tout ça. Vous voyez. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous donne plus d'IPP et tout? Ben, on jongle un peu avec les deux. Et puis, on va décontaminer régulièrement votre intestin grêle. Alors, le baclofène, est-ce qu'on fait du baclofène? C'est un agoniste GABA qui supprime le reflux en inhibant les relaxations, l'ouverture du clapet de façon transitoire. Il n'y a pas vraiment d'essai, je n'ai pas vu d'essai dans la sclérodermie, c'est utilisé dans d'autres pathologies, mais il n'y a pas de données.
En plus, ça a quand même des effets secondaires qui ne sont pas toujours top. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, les gens qui ont un reflux chronique, qui n'ont pas de sclérodermie, vous voyez, qui ont du reflux chronique sans, non lié à la sclérodermie, ils sont couverts par les IPP, puis parfois ils nous disent bah, écoutez, j'en ai marre de prendre des médicaments, j'ai vu qu'on pouvait se faire opérer et faire ce qu'on appelle une chirurgie anti-reflux, c'est-à-dire qu'on amène la grosse tubérosité, le haut de l'estomac derrière, vous voyez, et on va reconstituer un clapet. Eh bien, chez vous, il ne faut pas le faire, parce qu'en plus, ce clapet, s'il est trop efficace, c'est ce qu'on voit parfois chez les gens qui ont un reflux sans avoir sclérodermie, on empêche le reflux, sauf qu'on a trop serré le kiki, comme je dis ici, et du coup, les gens, ils n'arrivent pas à avaler. Donc, évidemment, que vous, si on fait un montage anti-reflux et qu'en plus, vous avez des troubles de la motricité de l'œsophage, eh ben, ça va pas, on va avoir un effet néfaste. Donc, il faut éviter ce montage anti-reflux quand il y a des troubles de la motricité, puisqu'on peut créer une obstruction ici. Alors, les prokinétiques, vous voyez qu'il y en a plusieurs, dont péridone, métoclopramide, cisapride, érythromycine, pyridose, enfin, tous ces produits que vous avez peut-être testés. Évidemment, ils sont plus efficaces au début de la maladie, avant qu'il y ait une atrophie trop sévère du musculus, avant que la maladie ait trop progressé. Il faut tenir compte de l'efficacité, de la biodisponibilité, des effets secondaires. Vous savez que tous les médicaments ne sont pas anodins. Les IPP, ils empêchent le reflux, mais ils favorisent la pullulation de bactéries. Donc, il faut trouver un juste milieu. Alors, le plus connu, c'est le primpéran, le métoclopramide. C'est un prokinétique de première ligne qu'on utilise dans la gastroparésie, mais qui stimule aussi l'œsophage. C'est un antagoniste des récepteurs à la sérotonine de type 4, 5-HT4, HT c'est hydroxytryptamine ou sérotonine, et des récepteurs dopaminergiques des numéro 2. Donc, il stimule directement ce produit, la contraction du muscle lisse. L'inconvénient, c'est qu'il franchit la barrière hémato-encéphalique et qui va aller entraîner des troubles cérébraux. Il va agir sur des récepteurs dans le système nerveux central. Et puis donc, il peut avoir des effets secondaires. Je n'aime pas ce médicament, moi, parce qu'il peut entraîner des syndromes parkinsoniens, etc. Donc, je ne suis pas contre l'utiliser de façon provisoire, mais pas de façon régulière. Il améliore aussi la vidange gastrique, vous voyez. On l'utilise par la bouche, un péro, ça veut dire par la bouche. On le prescrit sous forme liquide, alors à la dose la plus faible efficace, il ne faut pas avoir trop d'effets secondaires. Et puis pareil, il faut le prendre avant le repas pour favoriser son absorption et stimuler l'estomac et l'œsophage. Il ne faut pas le prendre juste en mangeant, juste au moment de manger. Oui. Alors, évidemment, il y a des tolérances médicamenteuses à ces produits. Il peut y avoir des effets secondaires cardiaques. Et puis, il y a un effet central qui fait que je peux avoir des dyskinésies, des troubles des mâchonnements, des choses comme ça, des syndromes neuroleptiques malins, des dystonies. Et puis, on peut avoir des complications à type de syndrome parkinsonien qui peuvent être irréversibles. Donc, je n'aime pas trop ce traitement, en tous les cas en chronique, parce que ce n'est pas toujours facile de contrôler les effets centraux qui peuvent survenir brutalement. Ensuite, vous avez la dompéridone, c'est un autre prokinétique qui est un antagoniste des récepteurs D2, hein, comme on a vu tout à l'heure pour le métoclopramide. Il ne franchit pas la barrière, lui, hémato-encéphalique, donc il n'a pas d'effets secondaires centraux. Et on l'utilise chez les patients qui ne peuvent pas utiliser le métoclopramide ou qui ne veulent pas l'utiliser ou qui ont eu des effets secondaires. Il a des effets comparables au métoclopramide dont je viens de parler, sans les effets centraux. Donc, je trouve que c'est un médicament intéressant. Le problème, c'est que moi, les patients que je vois, malheureusement, souvent, ils l'ont essayé, on a des échecs. Mais en tous les cas, on peut l'essayer au début. C'est un traitement à essayer si vous n'avez jamais eu. Et pareil, il faut le prendre avant les repas pour préparer l'estomac à l'arrivée des aliments. C'est-à-dire que si vous le prenez en même temps que vous mangez, le médicament n'aura pas le temps d'être efficace. Et on peut aussi le mettre, souvent c'est un comprimé à un quart d'heure à une demi-heure avant chacun des 3 repas et un comprimé le soir au coucher parce que mon estomac va avoir du mal à se vidanger le soir et que moi je ne vais pas être bien, je ne vais pas bien dormir, etc. Ensuite, on a les antibiotiques de la classe des macrolides, notamment l'érythromycine, qui sont des agonistes des récepteurs à la motiline. La motiline, c'est un stimulant de la motricité qui a une action comme l'acétylcholine un peu. Vous voyez. Ça stimule l'œsophage et l'estomac. C'est sous forme de suspension de sachet ou intraveineuse. Mais bon, en intraveineuse, ce n'est pas pratique, donc on le donne souvent par la bouche. Ce sont des sachets, des formes enfants, des sachets à 250 mg. Et on vous dit, prenez ça un quart d'heure, voire plutôt même une demi-heure avant les repas.
voire le soir au coucher pour favoriser la vidange dans la nuit, éviter que je sois mal. Alors, le problème, c'est que si ça peut être efficace, ça ne l'est pas toujours, eh bien, dans le temps, on perd de l'efficacité. C'est ce qu'on appelle la tachyphylapsie, c'est-à-dire que le récepteur rentre dans la cellule. Moi, je dis aux gens, voilà, c'est comme si, ouais, on est dans ma salle de consultation. Imaginez que la serrure de la porte qui est fermée, il n'y a plus de serrure, elle est sortie de la porte, et bien ma clé ne va pas pouvoir ouvrir la porte. Eh bien, c'est ce qui se passe, c'est typique. C'est pour ça qu'on ne donne pas ces traitements au long cours. Et on sait qu'au long cours, on peut perdre de l'efficacité même quand ça marchait au début. Il peut y avoir des troubles de la conduction. Donc, théoriquement, on est censé faire un électrocardiogramme. Bon, honnêtement, c'est rare. Je n'ai jamais eu de gros problèmes avec ce médicament. Voilà. Donc, c'est un médicament qui est intéressant, comme les autres dont j'ai parlé, mais les réponses, c'est ça ne m'a rien fait ou j'ai des effets secondaires, ça a marché et ça ne marche plus, ou ça n'a jamais marché. Oui, c'est les réponses que j'ai. La gréline, c'est une hormone que vous libérez dans votre estomac, notamment quand vous êtes à jeun. Quand vous êtes à jeun, eh bien, les cellules qui fabriquent la gréline dans votre estomac libèrent la gréline et ça vous donne envie de manger. À tel point que c'est un médicament qui a été essayé, à ma connaissance, dans l'anorexie mentale notamment, ou qui pourrait être essayé. Le problème, c'est que c'est un médicament qui est très vite dégradé, qui est très cher et qui n'existe pas actuellement en pratique courante. Mais il y a des essais, dans la gastroparésie notamment. Ça stimule, vous voyez, ça a une similitude avec la motiline. La motiline, dans motiline, vous avez motricité, et donc ça stimule la motricité. Il y a des récepteurs dans le système nerveux central, dans le petit cerveau, le système nerveux entérique. Ça augmente la vidange gastrique, ça améliore les symptômes de la gastroparésie chez les patients qui n'ont pas de sclérodermie. Et il y a une étude qui a été réalisée dans la sclérodermie, qui montrait une accélération de la vidange gastrique, mais on ne peut pas dire qu'on utilise actuellement ce traitement en pratique courante. Donc, ça a un intérêt potentiel qui reste à déterminer. Alors, les prokinétiques, ils améliorent les symptômes de reflux, mais les bénéfices sont limités malheureusement dans les essais cliniques. Et puis, parfois, on fait des combinaisons. On vous donne un IPP, un antiacide et un prokinétique pour améliorer la vidange de l'estomac, éviter que ça reflue et que ça reflue acide. Et le but, c'est que ça reflue plus acide et que mon estomac se vidange. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. On peut améliorer quand même les symptômes, mais il est clair que parfois, on n'a pas d'efficacité ou une perte d'efficacité. Alors, chez les gens qui ont une gastroparésie qui n'est pas due à la sclérodermie, qui est soit due au diabète qui atteint l'estomac, les diabétiques, ils ont des gastroparésies, ou ce qu'on appelle les gastroparésies idiopathiques, liées au stress. Il y a souvent un contexte psychologique chez ces patients qui ont des gastroparésies idiopathiques, on ne retrouve pas de cause. Eh bien, on a fait une étude, là, il y a quelques années, de neurostimulation, c'est-à-dire qu'on mettait des électrodes dans l'estomac, reliées comme un pacemaker cardiaque, et le pacemaker stimulait la motricité de l'estomac. Avec des résultats, ça marchait mieux chez les diabétiques que chez les idiopathiques. Mais actuellement, ce protocole est fini. Le but, c'était de faire admettre par les autorités de santé d'utiliser cette neurostimulation gastrique pour l'utiliser dans les gastroparésies diabétiques ou idiopathiques. Pour l'instant, je ne sais pas trop où ça en est, mais on a publié, il y a eu des résultats intéressants, donc je pense que ça suit son cours. Oui. Et puis, il y a eu des données aussi sur l'acupuncture. Il y a plein de choses. Moi, j'ai des patients qui me disent, moi, je vais faire de l'acupuncture, je vais faire de la réflexologie plantaire, etc., de l'hypnose, etc. Alors, ensuite, on peut traiter, bien sûr, votre population microbienne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner un antibiotique qui va aller décontaminer votre intestin grêle. Alors, évidemment, il ne faut pas le donner trop longtemps parce que quand on donne un antibiotique, on peut favoriser des pullulations de bactéries. C'est-à-dire on va traiter les mauvaises bactéries, mais on peut favoriser l'émergence d'une souche particulière et c'est une histoire sans fin, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, il y a divers antibiotiques. Donc, on le donne 5 à 7 jours, voire 10 jours. Et puis, parfois, on fait ça de façon cyclique. Moi, j'ai des patients qui le prennent à la demande quand ils voient qu'ils sont trop mal, trop ballonnés, qu'ils ont trop de pullulation. Donc, vous avez ces différentes, les pénicillines, les cyclines, les quinolones, le métronidazole, le flagile, ça s'appelle le flagile, voilà, les cyclines ici, le Bactrim, le triméthoprim, sulfaméthoxazole. Et puis, la rifaximin, c'est un antibiotique qui a une action surtout digestive, qui n'est pas ou peu absorbée et qui va agir surtout dans la lumière du tube digestif, à la différence des autres qui vont être absorbés, qui peuvent avoir des effets secondaires. Et donc, c'est intéressant ce médicament.
Il est utilisé dans certaines indications très particulières, notamment dans ce qu'on appelle l'encéphalopathie hépatique liée à la cirrhose, où les patients qui ont des cirrhoses ont des pullulations de bactéries, et on leur donne de la rifaximine pour éviter les troubles cérébraux, quoi. Mais bon, c'est du domaine de la recherche encore, oui. Voilà. Donc, il y a eu des études, vous voyez, des méta-analyses où on prend 10 études et puis on compare l'efficacité clinique des antibiotiques chez les patients symptomatiques et ils montrent que c'est plus efficace que le placebo. Alors, c'est sûr que c'est efficace. Le problème, c'est de ne pas le donner au long cours puisque finalement, ce qu'on va rendre efficace, au bout d'un moment, on va avoir le retour de manivelle, on va favoriser les pullulations. La rifaximine est le plus utilisée dans ces essais-là. Vous voyez qu'il y a des réponses cliniques variables. De 62 à 91%, avec normalisation du test respiratoire dont je vous ai parlé. Et en fait, les auteurs dans ces études recommandent un traitement séquentiel. Vous voyez, le but, ce n'est pas de vous donner des antibiotiques à vie, évidemment, ce serait débile. Voilà. Alors après, on dit, ben, puisqu'il y a des troubles des bactéries, pourquoi on ne donnerait pas des probiotiques? Ouais, c'est classique, ça. Tous les gens qui ont une colopathie essayent les probiotiques quand on est ballonné. Les probiotiques, on les donne dans les ballonnements et la douleur abdominale chez des gens qui n'ont pas sclérodermie, qui vous disent je suis ballonné, qui ont de la colopathie. Donc, c'est un peu des bifidobactérium, des lactobacilles, il y a des streptococcus. Souvent, il y a un mélange de tout ça. Voilà. Parfois, on donne aussi des prokinétiques en les couplant, parfois, vous voyez. Et puis, parfois, on dit aux gens de se purger avec des préparations du PEG, du polyéthylène glycol, qui est la préparation, vous savez, qu'on prend pour faire la coloscopie. Le but, c'est de faire un tsunami, quoi, si vous voulez, pour purger votre tube digestif. Le problème, c'est qu'on peut être amélioré, et puis ce n'est pas toujours l'idéal parce que vous n'allez pas bien, c'est vous allez boire beaucoup de liquide dans un tube digestif qui a du mal à se vidanger. C'est pas forcément, on n'y arrive pas toujours. Et si on vous améliore, c'est souvent malheureusement que transitoire parce que le mal reprend derrière. Alors, les pseudo-obstructions intestinales, les occlusions, qu'elles soient du grêle ou du côlon, eh bien, en général, quand les gens sont bloqués, on les hospitalise, on les met à jeun, on leur met une perfusion parce qu'ils ont des fuites de potassium, on les hydrate, on corrige les hypokaliémies. Souvent, il y a ce qu'on appelle un troisième secteur, c'est-à-dire qu'il y a une hypersécrétion dans votre tube digestif et le potassium fout le camp dans votre tube digestif. Et si vous avez une hypokaliémie, ben, vous aggravez les troubles de la motricité. Voilà. C'est-à-dire que l'hypokaliémie aggrave l'occlusion. Donc, on vous charge, on vous remplit avec du potassium. Et puis, on va vous donner un antibiotique. Hein, on va vous nourrir soit par sonde, soit par une voie veineuse. Et puis, on peut essayer ce qu'on appelle un analogue de la somatostatine qui s'appelle l'octréotide. La somatostatine, c'est le grand inhibiteur du tube digestif qu'on a dans son tube digestif, qu'on libère. Mais l'intérêt, c'est qu'il stimule la motricité du grêle. Par contre, il inhibe la vidange de l'estomac. Donc, quand on essaye ce traitement, l'octréotide, on l'essaye de façon séquentielle en sous-cutané, 50 à 200 microgrammes, 50 matin, soir. Si ça ne marche pas, on peut aller jusqu'à 200. Vous voyez, on fait un essai et le problème, c'est que souvent, il faut l'associer à l'érythromycine parce qu'on inhibe la vidange de l'estomac. Donc, on vous donne un médicament qui stimule le grêle et en même temps qui inhibe votre estomac. Donc, on donne un médicament qui va stimuler le grêle, l'octréotide, et un médicament qui va stimuler l'estomac, l'érythromycine, mais ça ne marche pas toujours. On n'a pas toujours ce qu'on voudrait. Voilà. Et puis quand ça marche, l'octréotide, à ce moment-là, au lieu de le faire en sous-cutané 2 fois par jour pendant 3-4 jours pour voir si le patient est mieux, s'il a amélioré, ouais, c'est un test. S'il nous dit ça m'a amélioré, à ce moment-là, on passe en des formes retard intramusculaires ou sous-cutanées qui durent 2 semaines, voire 4 semaines. Voilà. Alors évidemment, avant de vous donner un médicament qui stimule la motricité du grêle, il faut être sûr que vous n'avez pas une occlusion, que vous n'avez pas notamment ce qu'on appelle une bride. Hein. Vous savez, quand on est opéré, on fait des brides, ce qu'on appelle des cordes de violon qui sont dans votre ventre. Et le grêle, parfois, il se bloque là-dedans. Il faut être sûr qu'on ne va pas stimuler un grêle qui est bloqué par une bride, par exemple, parce qu'alors là, on aurait des problèmes. Alors, en traitement d'attaque, vous voyez, 50 microgrammes matin et soir en sous-cutané. On a une amélioration rapide. Si pas de réponse, on peut augmenter la dose. Et puis, on peut passer donc à des formes retard, une fois par mois. Moi, en général, je préfère une forme toutes les 2 semaines parce que si on a des effets secondaires, on va les arrêter, ça va durer moins longtemps. Et puis, vous voyez que souvent, on combine avec l'érythromycine à cause de ce que je vous ai dit parce que ça peut majorer une gastroparésie.
Voilà. Évidemment, le but, c'est de ne pas vous opérer de votre intestin grêle, hein, parce qu'on en a besoin quand même de notre intestin grêle. Et si on le résèque trop, ben, on mal absorbe, on mal digère. La constipation, ben, pareil, règle d'hygiène-diététique, fruits, légumes, céréales, activité physique. On utilise pas mal de laxatifs osmotiques, Movicol, PEG, laxatifs émollients, tout ce qui est huileux, hein, qui va fragmenter les aliments, hein, l'huile de foie de morue de notre grand-mère. Le lactulose, qui est un laxatif, mais moi, j'aime pas trop parce qu'il peut ballonner. Vous voyez, il peut donner des gaz, quoi. Après, vous avez les laxatifs irritants qu'on garde souvent en dernier, comme le bisacodyl, Dulcolax, Contalax, peut-être que vous connaissez. Le problème, c'est que ces laxatifs-là, ils irritent le tube digestif, le côlon, ils le font sécréter et ils peuvent entraîner des hyposécrétions, des hypocalémies, pardon, cas c'est kaliémie, a fortiori si vous en prenez beaucoup. La trouille, moi, que j'ai avec ces médicaments, c'est que j'en donne, je fais l'ordonnance, je mets 1 à 2 comprimés par jour et je dis bien aux patients, faites attention, n'exagérez pas. Moi, j'avais une patiente qui prenait une boîte par jour et évidemment, à l'arrivée, elle avait un potassium parce que si vous en prenez trop, ben, il va être toxique. Et à l'arrivée dans le service, je me rappelle, avec des kaliémies à 2 et je lui dis, mais vous vous rendez compte, vous pouvez faire un arrêt cardiaque avec ça. Elle me dit, oui, mais j'en peux plus d'être constipé, etc. Et après, il y a tout un contexte psychologique qui fait que les gens, ils prennent une gélule, 2 gélules, etc. Et puis parfois, on combine tous ces médicaments. Et puis parfois, on fait des laxatifs en lavement, en suppôt, éductile, Dulcolax, qui existe, vous voyez, par la bouche, mais également en suppôt. Voilà, ce sont des moyens qu'on essaye d'utiliser au maximum. Dans l'incontinence fécale, on essaye de faire du biofeedback, c'est-à-dire qu'on vous apprend à réduire, c'est une rééducation de l'anneau rectal pour contracter l'anus, etc. Et puis, il y a eu des essais chez les gens qui ont une incontinence anale, il y a eu des essais de stimulation des racines sacrées, c'est-à-dire qu'on met des électrodes dans les racines sacrées au niveau du sacrum qui vont vers la région anorectale pour aller stimuler. C'est l'équivalent de la stimulation gastrique, là, dont je vous ai parlé. Il y a eu 2 études qui sont contradictoires dans la sclérodermie. Il semble qu'il n'y ait pas d'effet bénéfique à long terme. Voilà. Donc, on ne l'utilise pas de façon classique. En conclusion, pour vous dire, donc ces atteintes œso, j'aurais dû mettre OGI, œso-gastro-intestinales, elles sont fréquentes, elles sont variées, elles retentissent bien entendu sur la qualité de vie, c'est un poison, je dirais, ça retentit sur l'état nutritionnel, c'est important de les reconnaître, de les dépister de façon précoce pour essayer d'agir rapidement, d'où l'intérêt quand même de faire des explorations de la motricité, la manométrie œsophagienne, soit standard, soit MHR haute résolution. L'impédance métrie-œsophagienne de 24 heures, c'est pour enregistrer l'acidité dans vos autres œsophages. Forcément, quand on fait une fibroscopie œso-gastro-duodénale, on explore l'œsophage, l'estomac, pour voir si vous n'avez pas une œsophagite, si vous n'avez pas trop attaqué. On peut même faire des vidéocapsules du grêle en sachant qu'il ne faut pas que la vidéocapsule reste coincée dans le grêle. Donc moi, ça, je ne l'utilise pas trop. Et puis, évidemment, on gère vos symptômes. Il faut essayer de prévenir les complications. Donc, vous voyez que ça repose sur les inhibiteurs, les antiacides, les prokinétiques, les antibiotiques. Ce n'est pas facile à gérer, hein, vous le savez très bien. Parfois, c'est un peu désolant d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'on ne vous améliore pas. On a des traitements limités et parfois, ce n'est pas très satisfaisant. Et donc, on va passer à de la nutrition par des sondes de gastrostomie, de jéjunostomie, voire d'alimentation parentérale au long cours. Alors, je voulais vous parler, pour finir, de cette étude qui s'appelle AVADIS, qui s'intéresse à l'impact de la neurostimulation du nerf vague, je vais y revenir, transauriculaire, c'est comme l'auriculothérapie que vous devez connaître, dans la symptomatologie digestive de la sclérodermie. Donc, on a répondu, avec Jean-Luc Krakowski et son équipe, à un appel à projet 2020 de l'ASF. C'est un projet qui a été sélectionné après expertise scientifique. Il y a 2 relecteurs et un conseil scientifique qui dit voilà, c'est bien ou c'est pas bien. On subventionne ou on ne subventionne pas. Donc, on a une subvention d'environ 50 000 €. L'hypothèse, c'est est-ce que la stimulation auriculaire du nerf vague, je vais vous expliquer, est-ce que c'est une thérapie non médicamenteuse, hein, c'est intéressant, ce n'est pas des médicaments. Est-ce que ça pourrait améliorer vos symptômes, le stress, les émotions, la dépression, améliorer la qualité de vie globale des patients, de vous, hein. Alors pourquoi? Là, vous avez une oreille. Le nerf vague, c'est le nerf qui part
du bulbe ici, ce qu'on appelle ici le noyau moteur du vague, DN en anglais, là, et qui va descendre au cou, dans le thorax, dans l'abdomen. Je n'ai pas tout matérialisé ici, mais c'est le nerf moteur du tube digestif puisqu'il stimule la motricité du tube digestif. Il stimule le cœur, etc. Il a une fonction au niveau thoracique, au niveau cardiaque, au niveau digestif. Et donc, on sait que souvent, dans pas mal de pathologies, le nerf vague ne fonctionne pas bien, il est hypotonique, ou il marche normalement, mais pas assez. Et donc, on peut stimuler le nerf vague directement au niveau du cou, ici, en faisant une petite opération. Donc, c'est la stimulation invasive, vous voyez, c'est-à-dire qu'on vous opère 1 heure d'anesthésie, on l'a fait dans la maladie de Crohn, on a eu un protocole. On met une électrode autour du nerf vague qui descend le long de la carotide, comme une hélice, si vous voulez, et c'est relié à l'électrode est tunnelisée sous la peau, et vous avez le pacemaker, c'est sous la clavicule à gauche, comme le pacemaker cardiaque. Et puis, on stimule on, off, etc. On a des paramètres. Alors, évidemment, c'est un peu invasif, et actuellement, ce qui se développe, c'est la stimulation transauriculaire. Pourquoi? Parce que cette partie de l'oreille, qu'on appelle la conca, ici, eh bien, elle est innervée par une branche du nerf vague qui va, voyez, qui part et qui va innerver votre oreille. Donc, en stimulant cette zone, ça va remonter dans le système nerveux central. Ensuite, ça va partir dans tout le cerveau et ça peut redescendre le long du nerf vague pour aller stimuler la motricité. Et la neurostimulation vagale, elle a été utilisée, elle est encore utilisée dans l'épilepsie et la dépression qui ne répondent pas au traitement. À Grenoble, il y a environ une centaine de patients, je crois, qui sont implantés par an. Et donc, nous, quand on a utilisé la neurostimulation vagale invasive dans la maladie de Crohn, on a fait la même chose que pour l'épilepsie, la dépression. Mais le protocole qu'on va démarrer là, bientôt, j'espère, et qui a été donc subventionné, c'est de stimuler cette partie. Ici, vous voyez la cymba conca, la cavité de la conca, le tragus, toute cette région-là est innervée par le nerf vague. Alors ça, ce sont des gens qui s'appellent Pecker et Filler, qui ont pris des gens qui avaient donné leur corps à la science, si vous voulez. Ils ont montré que cette partie de l'oreille était innervée, vous voyez, ça c'est en anglais, c'est la branche auriculaire du nerf vague, vous voyez, 100% ici, 45% ici et 45% ici. Donc toute cette zone est innervée par le nerf vague. C'est là qu'il faut stimuler. Si vous stimulez ici, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous mettez une électrode ici, vous voyez, qui va dans la conca et dans toute cette région, là, ici. Elle est reliée à un pacemaker, un TENS, qui s'appelle Urostim 2, et qui va délivrer une stimulation qu'on peut paramétrer. C'est la société Schwa Medico qui fait ça, avec lesquels on va travailler, qui vont nous passer des appareils. Et donc, on a différents paramètres. Donc, vous voyez l'électrode qui est là. Il y a différents embouts maintenant, suivant que le trou de votre oreille est petit ou plus large. Et donc, le but, c'est ça. C'est comme si j'écoutais de la musique avec un iPhone ou un autre appareil portable, si vous voulez. Et donc, on a des paramètres d'intensité, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez qu'on peut l'utiliser dans l'épilepsie, les acouphènes, le stress, la dépression, la fibromyalgie. Enfin, le nerf vague, je dis toujours, c'est Castorama. Il intervient dans plein de choses, dans l'épilepsie, la dépression. Il est anti-inflammatoire, antidouleur, anti-dépressif. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à stimuler. Vous voyez, voilà. Voilà, je vous remercie en tous les cas pour votre attention et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Bruno. Donc, nous avons eu beaucoup de questions, donc à la fois qui nous ont été communiquées par le bureau de l'ASF et puis des questions que vous avez écrites directement dans le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est que, Bruno, tu peux fermer ton écran. Oui, attends. Le partage d'écran et on va se mettre en visio pour pouvoir alors, attends. Alors, moi, je suis en vidéo, vous me voyez, hein, je pense. Hein. Voilà. Oui. Ou Laurent, si tu veux juste enlever je pense que si tu peux juste enlever ton partage d'écran. Voilà. Alors, attendez. Je ne sais jamais. Bon, là, vous me voyez, c'est bon, j'ai pas besoin de. Oui. Oui. Donc, voilà, j'ai juste.
Si tu peux juste enlever ton partage d'écran, Ah, on pardon, je voit ton, n'avais pas entendu. on voit Alors, ton attends, ordinateur. je fais arrêter. Voilà. Parfait. Ouais, parfait. Donc, je Voilà, vais ça marche démarrer, en toujours, fait. là, vous me voyez. Ouais. Alors, on va essayer donc de séparer les différentes questions en trois grands thèmes. Les symptômes de la maladie. Il y a eu beaucoup de questions sur l'alimentation et la maladie. Et puis enfin, on finira par les traitements. Alors, une des premières questions, il y a beaucoup de questions sur les troubles fonctionnels digestifs, en particulier. Alors, on va démarrer par une question sur les diarrhées. La question, c'est, Bruno, quels sont les remèdes contre les nombreuses diarrhées qui polluent ma vie courante? Alors, dans les diarrhées, ça peut être bien sûr lié à la population microbienne du grêle, hein. Donc, le traitement peut être un essai d'antibiotiques. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème des antibiotiques, c'est que si vous les prenez au long cours, eh ben, on a un effet inverse à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va décontaminer à un moment donné, on va modifier la flore et on peut favoriser l'émergence d'une nouvelle souche. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Mais ça peut, je sais que bon, il y a des patients qui le font de façon cyclique. Après, moi, j'ai des patients qui le font quand ils trouvent qu'ils sont trop ballonnés, qu'ils sont trop mal, parce qu'ils savent que c'est pas bon au long cours. Après, tu peux être symptomatique, c'est-à-dire dans la diarrhée, tu peux donner du smecta tout simplement, hein, un absorbant du contenu du tube digestif. On peut essayer le lopéramide qu'on donne dans les diarrhées motrices par accélération du transit. Alors tu vas me dire, oui, mais d'un autre côté, normalement, le tube digestif ne marche pas bien. Mais c'est des traitements qu'on peut essayer à la demande. Tu vois. Alors, Voilà. en pratique, ça veut dire que devant une diarrhée, c'est vraiment un traitement qui va être individualisé. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois. D'accord. C'est-à-dire que moi, même mes patients qui ont de la diarrhée sans avoir de sclérodermie, je leur dis, essayez le smecta, 1 à 3 sachets par jour. Qu'est-ce que ça donne? C'est trop efficace, vous en prenez moins. Essayez du lopéramide et tout. Mais souvent, dans la diarrhée de la sclérodermie, il y a un facteur de population microbienne du grêle, non seulement qui est favorisé par les IPP, les antiacides, hein, qui favorisent la pullulation, et le fait que l'intestin grêle ne se contracte pas bien, le côlon, etc., ce qui fait que les bactéries ont tout pour pulluler, quoi, tu vois. Ok. Et alors, dans le même sens, en fait, on a des questions sur le fait que parfois, on a des patients qui ont des troubles à la fois de constipation, puis de Ouais. diarrhée de façon alternative, voire parfois d'incontinence fécale. Comment est-ce qu'on l'explique? Eh ben, l'incontinence fécale, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une hypotonie du sphincter anal, un peu comme l'hypotonie du clapet de l'œsophage, hein. Et puis parfois, en fait, quand il y a des troubles de la motricité, des pseudo-obstructions du côlon, évidemment que les aliments, les sels peuvent se stagner, se déshydrater, se dessécher. Donc, tu peux avoir aussi des phénomènes de constipation. Et ce qu'on connaît classiquement, c'est ce qu'on appelle la fausse diarrhée du constipé. C'est-à-dire quand tu es constipé, parfois moi je vois des patients en consultation qui se plaignent de diarrhée et en fait ils sont constipés, les selles stagnent dans le côlon, bouchent le côlon, il y a une hypersécrétion du côlon et eux ils vont évacuer du liquide et on croit qu'ils sont diarrhéiques. Donc les troubles de la motricité ne sont pas incompatibles avec la constipation. Alors évidemment, si D'accord. tu donnes trop de choses pour aller aux toilettes, eh ben, tu peux te retrouver, si tu as une incontinence, tu peux aggraver une diarrhée. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu. Et souvent, bon, nous, on fait des ordonnances type un peu. Et moi, souvent, je dis aux patients, en fait, c'est vous qui allez vous régler par vous-même. Si le médicament que je vous donne, comme le Smecta, est trop efficace, vous allez en prendre moins, vous allez l'arrêter, etc. Tu vois, c'est à la demande, en fait, souvent. C'est le patient, il sait très bien se Et dans gérer. cette thématique, on a une question qui est de dire est-ce que l'oméprazole, ou en tout cas les inhibiteurs de pompe à protons, peuvent accélérer les diarrhées? Alors oui, parce que dans la mesure, alors je vais t'expliquer, il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est je lutte contre l'acidité. L'acidité est là pour décontaminer mon grêle. En plus, comme j'ai des troubles de la motricité du grêle et pas d'acide, je vais demander qu'à pulluler qui va me donner de la diarrhée. D'autre part, les IPP au long cours peuvent donner ce qu'on appelle une colite microscopique. C'est une inflammation du côlon microscopique, ça donne des diarrhées sécrétoires importantes. Tu fais une coloscopie, le côlon est normal, ce sont les biopsies qui vont te dire colite microscopique. Bon, il y a deux, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un diagnostic anatomopathologique au microscope. Or, les médicaments qui donnent ça, hein, c'est les IPP,
les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, les antidépresseurs de type inhibiteur, les anti-inflammatoires, mais ça, il ne faut pas en prendre dans la sclérodermie, les vénotoniques, des gens qui ont des jambes lourdes, tu vois, qui prennent des vénotoniques, et puis les antiagrégants plaquettaires. C'est les médicaments. Ce matin, j'ai vu une patiente qui a une colite microscopique qui prend des IPP au long cours et des vénotoniques. Et on nous demande en direct sur le chat, est-ce que les anticoagulants font partie de ces médicaments? Non, non, pas à ma connaissance. Pas, s'ils ne sont pas antiagrégants, quoi. Enfin, mais les anticoagulants, non, ce n'est pas des antiagrégants. D'accord. Alors ensuite, donc, une question plus générale, enfin plus spécifique, pardon. C'était quand je mange, j'ai une toux qui se déclenche, une toux un peu grasse. Est-ce que ça peut être une manifestation d'une atteinte œsophagienne? Oui, parce que évidemment quand tu as un trouble de la motricité, tu peux refluer, tu peux faire des fausses routes, tu peux avoir une stagnation de liquide dans ton œsophage. En plus, il y a des troubles de la sécrétion au niveau buccal, donc ça peut être en rapport, bien sûr. D'accord. Et ça peut aggraver Euh, une atteinte pulmonaire, bien sûr. Après, on a une patiente qui indique avoir l'impression souvent d'avoir un poids sur l'estomac Oui. avec des douleurs abdominales. Ben ça, c'est des signes de gastroparalysie, c'est expliqué. C'est-à-dire que quand tu as un estomac qui est paresseux, typiquement, c'est une jeune que j'ai vue ce matin, elle m'explique très bien, enfin, je lui pose la question, quand elle mange, elle a une satiété précoce, elle ne peut pas finir ses repas, elle a un poids sur l'estomac, tu peux avoir même des douleurs, et tu sais, l'impression qu'on a mal digéré. Ça arrive à tout le monde sans avoir de sclérodermie. Et donc, elle, au bout d'un moment, elle a des nausées, et parfois elle vomit ses aliments et elle est mieux. C'est un peu comme quand tu as mangé quelque chose qui te reste sur l'estomac, comme on dit, et ton estomac va essayer de l'évacuer. Mais c'est pas toujours, comme l'estomac ne marche pas bien dans la sclérodermie, c'est pas toujours efficace. C'est-à-dire qu'ils ont des nausées sans forcément des vomissements. Voilà. En fait, c'est le moulin à café qui ne marche pas bien. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas essayer de stimuler la motricité en donnant métoclopramide, dompéridone. On va monter métoclopramide, encore, j'aime pas trop. Ensuite, tu vois, on va passer à la dompéridone, en sachant que moi, les gens que je vois, souvent, j'arrive directement à l'érythromycine. Et après, si ça ne marche pas, on essaye de trouver un autre médicament dont j'ai parlé, je l'ai marqué, je ne suis pas sûr que j'en ai parlé, qui s'appelle le Resolor, qui est le prucalopride, qui est un agoniste des récepteurs à la sérotonine numéro 4, 5-HT4, qu'on utilise chez la femme colopathe constipée parce qu'il stimule le côlon, mais il stimule aussi la motricité de tout le tube digestif, notamment chez l'animal, tu vois. Et donc, l'inconvénient, donc moi je l'essaye parfois, l'inconvénient de ce médicament, c'est qu'il n'est pas pris en charge et qui peut coûter de 100 à 160 euros suivant les pharmacies. C'est un peu, chacun donne son prix, quoi, si tu veux. Et c'est un comprimé à 2 mg ou 1 mg si j'ai plus de 60 ans. Alors, c'est un médicament qui peut être intéressant. On a quelques données sur la gastroparésie, en sachant, bon, c'est quand même un coût si ça marche, quoi, tu vois. Et ça ne marche pas toujours, tu vois. Alors, on a des questions, on va rester vraiment dans la sphère des symptômes. Je vais rebondir à la fois sur les questions que je regarde à droite et le chat que je regarde à gauche. Donc, on a quand même une sphère de questions sur les douleurs abdominales. On a commencé à en parler. Et par exemple, donc on a une adhérente qui nous dit qu'elle se réveille avec des douleurs en barre sur l'estomac, une envie d'aller à la selle et envie de vomir. Est-ce que ça peut être la conséquence de la sclérodermie? Bien sûr, c'est la conséquence de toutes ces atteintes, si tu veux, où tu as, une motricité qui ne se fait pas bien, donc tu as des résidus qui peuvent rester dans ton estomac, dans ton intestin grêle. Il y a aussi probablement ce qu'on appelle, ce qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle l'interoception. L', interoception, I-N-T-E-R-O-C-E-P-T-I-O-N. L'interoception, c'est la façon dont tu te perçois. Et en fait, quand tu as des troubles comme ça, tu vas te percevoir beaucoup plus. Tu vas percevoir des choses que quelqu'un de non sclérodermique ne percevrait pas, par exemple. Tu vois. Et ça, si tu veux, c'est tout ce qui part du tube digestif qui va au cerveau et qui va être intégré au niveau du cerveau et qui va être intégré de façon un peu négative. C'est-à-dire que ça explique souvent la fatigue, etc., tu vois, la fatigue chronique. Et pour peu que je sois anxio-dépressif, mon cerveau va capter de façon anormale un message qui vient de mon tube digestif.
Tu vois, par exemple, les gens qui ont une colopathie fonctionnelle, qui n'ont pas de sclérodermie, mais qui ont un peu les mêmes symptômes, hein, qui sont ballonnés, qui sont mal dès qu'ils se lèvent, ils vont aux toilettes, ils sont barbouillés, eh bien, ce sont des patients qui ont des troubles de l'interoception liés aussi au contexte de stress, etc. Tu vois. D'accord. Alors là, je comprends vraiment bien et ça rebondit avec beaucoup de questions qu'on a eues sur le rôle du stress, en fait. Ah bah, C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une maladie qui touche le tissu digestif. Et puis, il y a au moins deux ou trois questions qui sont de l'ordre, est-ce que le stress peut aggraver les symptômes? Est-ce que le stress peut finalement être l'élément qui va déclencher certains symptômes? alors, classiquement, le stress, chez l'homme comme chez l'animal, inhibe la vidange de l'estomac. C'est-à-dire, quand tu es stressé, tu peux aller jusqu'à vomir. Par exemple, il y a des gens qui ont ce qu'on a, sans avoir sclérodermie, hein. J'ai vu une jeune comme ça, qui a eu beaucoup de soucis dans l'enfance, l'adolescence, tu vois, ce qu'on appelle les early life traumas, les traumatismes tôt dans l'enfance qui déglinguent, quoi. Et en fait, elle a des nausées, des vomissements cycliques. Elle a eu des tas d'examens, et en fait, c'est d'origine centrale, c'est lié au stress, à des traumatismes qu'elle a eus, tu vois. Et donc, le stress inhibe la vidange de l'estomac, et au pire, tu peux vomir, tu vois. Alors évidemment que si tu as une sclérodermie, si tu as un trouble de la vidange, bah, tu aggraves tout ça. Le stress ralentit la vidange de l'intestin grêle, il stimule le côlon, mais il stimule un côlon qui est normal, quoi, qui n'a pas de trouble de la motricité, tu vois. Donc, on peut penser que dans la sclérodermie, s'il y a une atteinte colique, il peut même avoir l'effet inverse, tu vois. Ou éventuellement entraîner une diarrhée. Donc, il peut te constiper comme t'induire une diarrhée. Et le stress stimule la sécrétion du côlon. Typiquement, le stress, ça donne la diarrhée, tu vois. Ok. Mais pas toujours. Ça Donc peut la donner. réponse c'est que oui, effectivement, le stress peut avoir un rôle sur les symptômes Bien qu'un sûr. patient sclérodermique a avec son atteinte. Et le stress, en plus, diminue, enfin, augmente la perméabilité intestinale, c'est-à-dire que ton côlon, ton tube digestif, il est plus poreux, modifie l'immunité et baisse le seuil à la douleur. C'est-à-dire quand tu es stressé, typiquement, tu as la boule au ventre. Tu sais, quand tu as une mauvaise nouvelle ou tu reçois une feuille des impôts ou des choses comme ça, tu vas avoir la boule au ventre, tu vois. Voilà. D'accord. Dès que tu as un stress, que tu es dans la rue, quelqu'un te suit, ben, tu vas dire, tiens, tu vas te ressentir. C'est-à-dire que le stress baisse le seuil de sensibilité, on se perçoit plus. C'est vrai que là, tu viens de me faire remarquer, je n'avais jamais fait attention que l'expression populaire la boule au ventre, c'est vraiment Mais le oui, lien entre le cerveau et le mais oui. C'est comme quand on dit, tu sais ce que tu me dis, là, ça me reste sur l'estomac. Tu vois? C'est-à-dire que tu Oui, me contraries, tu me stresses et donc j'inhibe la vidange de l'estomac. d'accord. Ok. Alors j'en profite juste. Laurence, je suis en train de faire la synthèse sur les questions. Il est possible que, comme il y a beaucoup de questions sur le chat, j'en oublie. Si à un moment tu veux Ah, intervenir, n'hésite pas. Je vais continuer sur les symptômes. Donc, une question un peu plus précise. Est-ce que le fait que dans la sclérodermie, est-ce qu'on, dans la sclérodermie, on peut avoir des saignements au niveau de l'estomac ou de Oui, l'intestin? à cause des images que j'ai montrées tout à l'heure, là, tu sais, espèce de télangiectasie, c'est vasculaire, ça saigne, ça peut te faire des hémorragies où tu vomis du sang rouge, où le sang rouge va aller vers le bas, il va être digéré, faire ce qu'on appelle des mélénas, tu sais, du sang noir. Hein. Et puis, tu peux ne rien extérioriser, ni par en haut, ni par en bas, mais tu peux avoir, ça peut saignoter tout doucement et tu as une carence en fer ou une anémie. D'accord. Donc, Et c'est par par ce contre, mécanisme-là. lorsqu'on fait la gastroscopie, on peut donc avoir la réponse. Si Voilà. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que si tu as une ésophagite, évidemment que ça peut saigner, tu vois. D'où, voilà, tu peux avoir deux causes, la une réponse est ésophagite qui te fait saigner, ton estomac qui a ces lésions, la télangiectasie, qui saigne, tu vois. Donc, la réponse est que oui, c'est possible, mais par contre, on peut le savoir avec l'examen des voies digestives hautes. Oui. L'autre problème aussi, c'est quand tu prends des IPP au long cours, tu as une hypoacidité, voire une achlorhydrie, pas du tout d'HCl, d'acide chlorhydrique. Et ça peut inhiber la réabsorption du fer. Mhm. C'est-à-dire que le fer, pour être réabsorbé dans l'intestin grêle, à la partie haute, hein, il a besoin de l'acidité. Et il y a une maladie que tu connais qui s'appelle la maladie de Birmer, tu sais, où il y a des cas, où on fabrique des anticorps contre la partie qui sécrète l'acidité. Donc ces gens-là, ils n'ont pas d'acide et ils ont souvent des carences en fer parce que le fer a besoin de l'acide en partie, pas totalement, pour être absorbé. D'accord. Alors, on va passer à des questions spécifiques. Il y a deux, trois questions sur l'œsophage que je vais essayer de te poser de façon concomitante, Oui, qui sont, on a donc
tu as expliqué qu'il y a souvent des troubles de la motilité œsophagienne, une dyskinésie, souvent associée avec un reflux gastro-œsophagien, voire avec une hernie hiatale. Ouais. Donc, est-ce que, pour éviter les complications, est-ce que tu peux faire en synthèse, tu peux nous rappeler quels sont les principes d'hygiène de vie à respecter? Ben, c'est ce que je dis exactement la même chose à des patients qui ont un reflux chronique sans avoir de sclérodermie, si tu veux. Je leur dis, voilà, mastiquez bien les aliments, prenez le temps, faites pas de repas trop copieux, évitez de manger trop tard le soir ou trop copieux le soir, c'est jamais très bon parce que ça va stagner, a fortiori si tu as une gastroparésie. Évitez, et bien sûr, les anti-inflammatoires, l'aspirine, tous les médicaments qui peuvent inhiber la motricité, les anticholinergiques, etc. Ne pas fumer. D'abord, le tabac stimule la sécrétion acide, hein, c'est pour ça notamment. Éviter tout ce qui est chocolat. Le chocolat ouvre le clapet, tu vois. Éviter l'alcool, bien entendu, ce qu'on appelle les briseurs de barrières, hein, comme le marteau-piqueur, l'alcool, le tabac, ça attaque l'estomac, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est ne pas dormir en position allongée, dormir avec la tête surélevée. Ne pas serrer trop les ceintures au niveau du ventre, ne pas avoir quelque chose trop près du corps. Voilà, ce sont des règles d'hygiène. C'est la base du traitement. Ça a été publié récemment dans la revue de gastro-entérologie et je me suis dit, hein, tu vois, c'est la base, mais dans cet article, il rapportait tout ça, quoi, tu vois. Alors, on a une adhérente qui nous dit que c'est dommage, c'est bon le chocolat. Donc, oui, bien sûr, ça peut être antidépresseur. Après, bon, il faut aussi se faire plaisir dans la vie. Voilà. Mais bon, il ne faut pas en prendre régulièrement, quoi. D'accord. Éviter tout ce qui est café aussi. N'oublions pas que le café augmente le clapet, le thé et peut donner de la diarrhée. Le café, moi je donne du café, je dis à mes patients constipés de prendre du café. Alors après, tu peux prendre du café décaféiné, quoi. Alors, toujours dans le domaine de l'œsophage, on a une adhérente qui nous demande, qui nous dit j'ai une œsophagite de Barrett, est-ce que ça correspond à l'endobrachyœsophage? Oui, c'est. Comment ça se traite? L'endobrachyœsophage, c'est la colonisation, ce que je disais, c'est-à-dire que quand on a un reflux chronique, au bout d'un moment, on attaque le bas œsophage et on remplace la muqueuse œsophagienne par une muqueuse gastrique glandulaire. Et ça peut dégénérer. Donc, en général, on surveille, on fait des endoscopies. C'est quand même rare, hein, mais on surveille régulièrement. Et puis, parfois, on peut faire à une époque, on opérait. Maintenant, on peut faire un traitement endoscopique dans des centres spécialisés où on peut enlever cette partie pendant une endoscopie sous anesthésie générale. Ça peut se traiter pour notre adhérente, est-ce que œsophagite de Barrett, c'est pareil qu'endobrachyœsophage? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une colonisation à un moment donné de ce bas œsophage. Oui. D'accord. Alors, on va passer à l'alimentation. Alors, il y a une question, bien évidemment, c'est faut-il, quand on est sclérodermique, arrêter le gluten? Alors, bon, après, moi, je ne suis pas anti-gluten. Le fait de manger sans gluten, ce n'est pas carentiel. Moi, je vois ce matin, j'ai vu encore 2 patientes qui sont en régime sans gluten. En fait, le gluten, ça donne 3 complications. Une allergie, je vais gonfler la peau, je vais m'étouffer, c'est rare, je ne l'ai vu qu'une fois. Donc, on fait des tests cutanés, etc. Il y a l'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque, où je fabrique des anticorps, je ratatine mon intestin grêle, vous voyez qu'il y a des replis comme ça, il est ratatiné, c'est la tête des métacarpiens. Sans gluten, je vais reproduire mon intestin grêle. Et puis, il y a la sensibilité au gluten ou au blé, on dit actuellement non maladie cœliaque, qui n'est pas une maladie cœliaque. Donc, ce sont des patients qui, quand ils mangent du gluten, ils ne sont pas bien, c'est blé, orge, seigle, ils arrêtent, ils vont bien, ils remangent, ils ne sont pas bien, mais ils n'ont pas la maladie cœliaque, ils n'ont pas les anticorps qu'on appelle immunoglobuline A, IgA, antitransglutaminase. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font ça. Qui sont mieux. Pourquoi? Parce que le gluten, c'est quand même une protéine qui n'est pas bien digérée, qui peut entraîner une augmentation de la perméabilité intestinale. Il y a des gens qui ont fait des études sur des cellules d'intestin grêle dans des boîtes de pétri, si tu veux, et qui ont rajouté du gluten et qui montraient que les cellules qui étaient jointives se séparaient, quoi, tu vois. Donc, le gluten, il passe dans la paroi et il va activer le système immunitaire. Donc, moi, je ne suis pas contre le régime sans gluten. Si les gens sont mieux avec un régime sans gluten,
why not, quoi, pourquoi pas. Mais inversement, les questions qu'on peut avoir aussi, c'est est-ce que c'est démontré, est-ce qu'il est démontré que quand on a une atteinte, par exemple, œsophagienne de la sclérodermie, le régime sans gluten l'améliore? Non, parce que là, c'est… Alors bon, c'est difficile de te répondre. Il n'y a pas énormément d'études à ma connaissance, mais on peut penser que si sous régime sans gluten, ma digestion se fait mieux, etc., on peut penser qu'indirectement, ça peut éviter un reflux. Tu vois, enfin, c'est un peu théorique, quoi. D'accord, mais pour C'est l'instant, difficile de on ne traiter. sait pas, en fait. Ouais. Je ne pense pas que le régime sans gluten seul va tout résoudre, quoi. OK, Tu vois. très bien. Je pense que ça répond à Mais la je ne suis question. pas contre le régime sans gluten. Ce matin, j'ai vu une patiente qui n'a pas la maladie cœliaque. Elle est au régime sans gluten. Je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas la maladie cœliaque, donc théoriquement, vous pouvez prendre du gluten. Mais si je vous dis de prendre du gluten, vous n'allez pas le faire. Vous allez dire, pourquoi il me dit ça? Puisque je ne suis pas bien sous gluten. Donc, tu vois, c'est… Oui, Voilà. d'accord. Et alors, de façon générale, y a-t-il alors, si on ne parle plus du gluten, mais est-ce que dans la sclérodermie avec des troubles, l'alternance de constipation, diarrhée, est-ce qu'on a des régimes alimentaires à privilégier? Est-ce qu'on a… J'ai pas entendu… Les régimes alimentaires à privilégier, donc on a déjà parlé d'éviter l'alcool, le tabac, Moi, en mais général, moi, je dis aux gens, essayez de manger de tout en petite quantité, évitez le gras, le sucré, le salé, mais ça, c'est valable chez tout le monde, tu vois. Fragmentez vos repas parce que votre estomac n'acceptera pas. Après, vous pouvez prendre des compléments alimentaires qui peuvent vous aider, qui peuvent compléter. Je ne suis pas pour des régimes d'exclusion. Évitez tout ce qui est fermentescible, ce qu'on appelle les FODMAPs, qui sont des sucres fermentescibles qui font appel d'eau et qui distendent le tube digestif. Ça, c'est tout ce qui est le lactulose, le miel, les fruits, etc. Après, chaque patient va très bien savoir au bout d'un moment ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Tu vois, les gens qui ont une maladie chronique, en général, par exemple, les gens qui ont une maladie de Crohn, au départ, on leur dit voilà, en poussée, vous vous mettez au régime sans résidus, pas de riz. Et après, ils savent très bien. C'est-à-dire que des fois, ils t'appellent en disant voilà, je ne suis pas bien, eh ben, je me suis mis au régime sans gluten ou sans résidus et je vais mieux. Ouais. Après, je leur dis quand vous serez bien, vous essayez de réélargir votre régime. Si tu veux, je pense que chacun a son propre régime parfois. Tu vois. d'accord. Le Oui, Et, sport, ton message est très clair. Donc, en gros, un patient sclérodermique qui a des troubles digestifs, il mange normalement en petite quantité en fragmentant les repas. Et s'il le souhaite, il peut tester certains régimes, mais il n'y a pas de régime absolu pour les non, sclérodermiques. oui, tout à fait, je veux dire, oui, oui, oui. et Alors, dans le chat, on avait une question par rapport aux probiotiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les probiotiques, je vais vous dire, c'est intéressant théoriquement, c'est de la flore. Hein. Donc, il y a tout, et puis il y a la théorie ma flore parle à mon cerveau parle à ma flore, ce qu'on appelle le microbiote, l'axe microbiote cerveau, tube digestif cerveau. Oui, c'est la grosse mode. Mais c'est très théorique parce que les probiotiques, moi, les réponses que j'ai en temps normal, c'est oui, c'est pas mal, mais je ne peux pas m'en passer, ou ouais, c'est moyen, et la troisième, ça ne m'a rien fait. Donc, ça fait pas, c'est pas toxique, on peut les essayer. Après, il y en a tellement des probiotiques, alors souvent, c'est des mélanges de lactobacilles, bifidus, streptococcus. Si vous regardez dans n'importe quel bouquin, moi j'ai une patiente l'autre jour qui est venue me voir en me disant bah, regardez ce que je prends, docteur, ah, ça me fait du bien. Je dis bah, celui-là, je ne le connaissais pas. Elle a trouvé ça, je ne sais plus comment. Il y a des tas de probiotiques. La question, c'est quelle est la quantité, combien de temps, etc. Après, moi, souvent, je donne des probiotiques qui ont été testés dans des études de recherche clinique et je dis aux gens, ben voilà, essayez ça et dites-moi ce que ça donne et tout. Mais je le donne en séquentiel. En général, je donne un traitement pour un mois et je leur dis, si ça marche, essayez de l'arrêter parce qu'il se peut qu'au bout d'un moment, ça ne marche pas. Tu vois, des fois, ça marche puis ça ne marche plus. Ou ça a marché, tu arrêtes, tu le reprends et ça ne marche plus. Tu vois. C'est beau sur le papier, c'est moins évident en pratique quand même que j'ai une sclérodermie ou pas, quoi, je pense. Tu vois. D'accord, donc en Ça gros, ne mange pas de pain de l'essayer, c'est pas toxique, c'est pas des anti-inflammatoires ou de l'aspirine, mais c'est la loi du tout ou rien. On a plusieurs types de réponses, quoi, tu vois. oui, puis en plus, il y a un coût de la prise de Bien sûr, probiotiques. c'est pas pris en charge. Voilà. Après, bon, tu sais, tu as des gens, si tu es bien avec un médicament que tu payes 30 euros, le Resolor dont je parlais tout à l'heure, moi j'ai une patiente qui le paye 160 euros, qui me dit, moi je m'en fous, ça me réussit pour ma constipation et tout.
Donc, elle préfère payer 160 € et être bien que de… Tu vois, on peut comprendre. Mais ça veut dire qu'en synthèse, donc, il n'y a pas de recommandation de probiotiques dans les troubles digestifs de la sclérodermie. Ouais, ouais. On peut essayer sans Voilà. danger certains probiotiques Voilà. en faisant attention et en particulier à l'inflation du coût possible de ce type Voilà. de Après, démarche. moi, je ne les recommande pas au long cours parce que Pour une durée soit ça courte. ne marche pas, soit ça marche. Enfin, tu vois, quand ça marche, je pense qu'il faut faire des cures discontinues. Ok, d'accord. En général, je prescris pour 1 mois, tu vois. D'accord. Alors après, on va passer au traitement. Je regarde. Ah oui, il y avait quelques questions très précises. On a donc des adhérents dont le trouble principal est plutôt la diarrhée. Oui. Et on nous demande donc, y a-t-il des spécifications du régime alimentaire pour diminuer les diarrhées? Et en particulier, est-ce qu'on doit éviter certains fruits comme la pastèque? Oui, bien sûr. Ça, c'est tout ce qui est FODMAPs, quoi. Le melon, la pastèque, les gens qui ont une maladie inflammatoire, ils savent très bien qu'il ne faut pas qu'ils mangent tu vois, ou alors ils vont le manger en été pour se faire plaisir et ils vont avoir de la diarrhée. C'est sûr qu'il faut éviter ce type de régime. Après, les gens qui ont une diarrhée, en général, on leur dit de manger sans résidus. Mais inversement, si tu manges trop sans résidus, tu peux te retrouver constipé. Mais disons que la diarrhée dans la sclérodermie, elle est plus liée à la pullulation microbienne du grain, quoi, tu vois. D'accord. Ou alors, elle peut être aussi liée à des pseudo-obstructions, ça se bloque, ça stagne, ça hypersécrète, et ensuite j'ai de la diarrhée, quoi, tu vois. D'accord. Comme les gens Alors, constipés qui te disent, eh ben, en fait, quand je vais aux toilettes, je force, c'est comme le bouchon de champagne que tu ouvres, et ensuite j'ai de la diarrhée, tu vois. C'est-à-dire que ça a stagné, le côlon a hypersécrété, et une fois que le bouchon est parti, ils sont bien, ils ont de la diarrhée, des selles liquides. alors, avant de passer au traitement, une dernière question. Alors, peut-être que je me trompe, mais vous me direz si je la prends comme il faut. Sur les probiotiques, en fait, on nous demande est-ce que le fait de prendre des immunosuppresseurs, ce qui est le cas d'une grande majorité de nos patients, c'est une contre-indication à la prise de probiotiques? Non, enfin, pas pour moi en tous les cas, hein. Non, non, non. Alors, on va passer maintenant du coup au traitement. Alors, première question dont on n'a pas parlé, qui est arrivée sur le chat, c'est qu'est-ce que tu penses de la transplantation fécale qui peut être Ah oui, proposée alors dans ça, des cas particuliers? Alors écoute, la transplantation fécale, c'est utilisé dans le domaine de la recherche, hein. Ce n'est pas de la pratique courante. C'est utilisé, ça a été testé dans les maladies inflammatoires, en sachant que ça marche mieux dans la rectocolite que dans le Crohn, mais que tu peux aussi attraper des trucs, hein, avec la transplantation fécale. Il y a des gens qui ont attrapé des colites microscopiques. Il y a eu des aggravations de maladies inflammatoires aux États-Unis, hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu des décès même. Et puis, dans la colopathie, ça s'essaye aussi, mais c'est du domaine de la recherche actuellement. En plus, bon, ça dépend du donneur, bien entendu, ça dépend de comment tu l'administres. Est-ce que c'est en gélule? Est-ce que on me fait une gastroscopie, on m'instille une transplantation dans mon duodénum ou au cours d'une coloscopie? Pour l'instant, je pense que c'est du domaine, il faut quand même être prudent. Il faut que ce soit contrôlé par des équipes qui font de la recherche là-dessus. Ça se développe quand même beaucoup, mais on peut quand même faire des effets secondaires de la transplantation fécale, hein. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose dans la sclérodermie. Après, c'est une question qu'on nous pose beaucoup, ça, même dans la colopathie, dans les maladies inflammatoires, rectocolite, maladie de Crohn. Moi, je reste un peu sceptique quand même, tu vois. Et puis, ça n'a pas un effet au long cours quand même, hein. Ça n'a pas d'effet au long cours. Alors là où ça marche bien, tu sais, évidemment, c'est dans les infections à Clostridium difficile, qui est le germe qui se développe après antibiothérapie au long cours, hein. Là, ça marche bien, mais on ne fait pas ça de façon chronique, quoi. Il y a beaucoup d'études comme ça. On sait qu'il y a des dysbioses des anomalies du microbiote, des dysbioses dans plein de maladies. La question, c'est est-ce que c'est cause ou conséquence, tu vois? Est-ce que si je traite la dysbiose, j'améliore vraiment la maladie? Je ne suis pas persuadé, quoi. Alors, pour le traitement, on a une question auquel on va pouvoir répondre tous les deux. C'est donc une patiente qui a une sclérodermie avec des symptômes œsophagiens qui empirent et qui demande, en fait, elle me dit qu'elle n'a pas encore d'immunosuppresseur. Qu'est-ce qui fait que le médecin décide de ce traitement? Alors, pour moi, sur l'aspect général, l'immunosuppression dans la sclérodermie, c'est surtout pour l'atteinte cutanée, quand elle évolue, et pulmonaire, mais pas pour les troubles digestifs. Non, je n'ai pas la notion en tous les cas. Voilà. Donc, la réponse pour Rosaline, c'est que
On traitera finalement, tout ce qui a été discuté ici sur les troubles digestifs vont se traiter par des médicaments spécifiques et pas par les immunosuppresseurs qui sont destinés à l'atteinte soit des poumons, soit de la peau. En tout cas, j'ai pas vu. En fait, tu vois, j'ai regardé la littérature avant de. J'avais déjà fait un topo, donc j'ai repris la base. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de données. Hein. Tu vois, là, il y a une publication de 2018-2017. Et en fait, ils se copient les uns sur les autres. C'est-à-dire que la publication que j'ai trouvée sur les manifestations digestives, quand tu regardais l'article de 2018 et de 2017, 2018 reprenait 2017. Tu vois, on est vraiment on est pauvre quand même sur le plan thérapeutique. On est très invalidé. Et aussi parce que, ce que je dis toujours, hein, moi je dis toujours à mes patients, imaginez, vous avez une belle voiture, vous avez une belle Porsche, vous tournez la clé de contact et le moteur n'est pas là ou est grippé, ben, ça ne marchera pas. Donc le problème dans la sclérodermie, comme les gens qui ont ce qu'on appelle des myopathies viscérales, qui ont une atteinte musculaire d'origine auto-immune, notamment, eh ben c'est que les médicaments que tu as qui peuvent marcher en temps normal ne vont pas marcher parce qu'il n'y a pas le moteur, quoi, si tu veux, tu vois. Et j'exprime toujours ça comme la locomotive, tu vois, tu sais, les vieilles locomotives avec les essieux, là, où ça tourne, ça marche, et puis d'un coup, ça grippe, et puis tout est bloqué, et puis ça repart, etc. Tu vois, c'est un peu ça, les pseudo-obstructions. C'est comme la locomotive qui s'enraye, quoi. Parce qu'effectivement, dans ton exposé, tu as répondu à pas mal de questions qui étaient sur les traitements, où on a des questions, je regarde, hein, sur oui. comment traiter un reflux. Je pense que ça, tu l'as assez bien abordé. Et comment l'éviter pour éviter qu'il aille dans les poumons. Il y avait une question sur les séances de plasma argon. Oui, alors le plasma argon, ça peut être pour traiter les téléangiectasies dont je vous montrais des photos là au niveau de l'estomac. C'est un peu le laser, quoi, si vous voulez. Hein. Ça, on le fait aussi chez des patients qui ont ce qu'on appelle des angiodysplasies. C'est comme des petites têtes de méduses, vous voyez, qui saignent. Et notamment des gens qui sont insuffisants rénaux, qui ont des valves cardiaques, etc. Il y a des gens qui font des carences en fer sur des lésions comme ça, et donc on les détruit au plasma argon. Oui. Ça peut être envisagé. Oui. J'ai une autre question. Quelle est la fréquence des examens pour la manométrie œsophagène et la À partir du moment où on a fait le diagnostic, alors soit on a des signes d'appel, c'est-à-dire que moi, les gens que je vois en consultation, en général, ils sont envoyés parce qu'ils ont de la dysphagie, ils ont du reflux. Donc, à un moment donné, il faut faire une manométrie, il faut faire une gastroscopie, une manométrie œsophagène pour caractériser les troubles. Après, il ne faut pas en faire forcément plusieurs fois par an. Après, si sous traitement, les patients nous disent ben, j'ai toujours la brûle, j'ai du mal à avaler, ça se coince, etc. On peut être amené, vous voyez, s'il y a une carence en fer, des hémorragies, on peut être amené à recontrôler la gastroscopie pour voir si les lésions évoluent et peut-être intensifier le traitement. Alors parfois, évidemment, beaucoup de patients que je vois me disent oh, moi j'en ai marre des examens, j'en veux plus, etc. Donc à ce moment-là, on peut dire ben, par exemple, vous avez 2 comprimés d'IPP, ben on va passer à 3, vous voyez. Mais bon, ça ne marche pas toujours. Et l'inconvénient, c'est qu'on peut favoriser des pullations du grain. Donc vous voyez, on est entre deux eaux, quoi, vous voyez. Et on doit faire de la médecine personnalisée, en fait, pour Ouais. chaque patient. Après, ce qu'on peut faire parfois, c'est faire un enregistrement de l'acidité de l'œsophage sous traitement, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour voir. En plus, les gens ont une petite poire. C'est-à-dire que si, par exemple, ils ressentent une brûlure, ils appuient comme un interrupteur. Et nous, on va avoir un marquage sur le tracé. On va dire, voilà, à 10 heures du soir, la patiente a ressenti quelque chose et on va regarder, est-ce qu'il y avait un reflux à ce moment-là? Vous voyez? Parce que vous avez des gens qui ont ce qu'on appelle un œsophage acidosensible, c'est-à-dire que le fait de refluer de façon chronique crée une hypersensibilité qui fait que j'ai spontanément une douleur sans avoir forcément un reflux pathologique. Oui. D'accord. Et que pensez-vous du dispositif Péristine pour Là, oui, j'ai vu le passer la lavement? question. Bon, ça peut se faire dans les constipations chroniques. Moi, je l'utilise, je bloque un peu sur ce produit. Mais bon, la notion que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de risque théoriquement
d'aller perforer le côlon si on injecte du produit sous pression, quoi, oui, avec des sels au milieu du côlon. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font et tout. J'aime moyen, moi, personnellement. Je l'utilise pratiquement jamais. J'ai une question là sur un symptôme qui pourrait être lié à la sclérodermie. C'est le dolichosymoïde Oui, le fixé. dolicho. Ben, ce matin, j'ai vu une dame qui a eu une coloscopie. Elle me dit, j'ai un dolicho côlon. C'est un côlon qui est long, quoi. Où on a des méga dolichos, vous voyez. Alors, souvent, les gens, enfin, la notion que j'ai, moi, c'est que c'est pas parce que j'ai un côlon qui est long que forcément je suis plus constipé que mon frère jumeau qui n'aurait pas ce côlon long, si vous voulez. Pardon. Mais souvent, quand même, je trouve que les gens, ils ont souvent de la constipation quand même. À tel point que parfois, dans les constipations chroniques rebelles, sans qu'il y ait d'histoire de sclérodermie dessous, on peut être amené, on en parle avec Jean-Luc Faucheron, hein, tu connais, qui est chirurgien digestif à l'hôpital. Parfois, je lui dis, tu ne crois pas qu'il faudrait faire une résection, une réduction de la longueur du côlon pour voir si on ne peut pas améliorer les patients. Et c'est un peu c'est pas de la chirurgie expérimentale, hein, mais parfois on peut améliorer des gens. Après, on évite d'opérer pour le plaisir ou le principe d'opérer. Hein. Mais ce n'est pas parce que j'ai un dolichocolon que forcément j'ai plus de constipation. Mais c'est vrai que moi, je vois souvent ça dans les constipations chroniques, rebelles un peu à tout, quoi, vous voyez. Et puis l'inconvénient de ces côlons qui sont trop longs, c'est qu'ils peuvent vriller. Hein, on peut avoir un volvulus, vous voyez, c'est-à-dire que si vous avez une anse intestinale qui est trop importante, eh ben, le côlon, comme une serpillière que je tordrais, vous voyez, pour essorer l'eau. Et ça, le volvulus du côlon, ben, ça peut être dramatique. Hein. Alors, on a une question toujours dans ce domaine, c'est est-ce que les diverticules dans le grêle peuvent occasionner des douleurs et est-ce que ça peut être d'origine infectieuse? Non, par contre, pas spécialement. Alors, les diverticules dans le grêle, par contre, ils peuvent favoriser la pullulation de bactéries par des bactéries qui vont pulluler dans ces diverticules. Ils peuvent donner pas forcément des douleurs, mais une sensation de gêne, si tu veux. Et puis, tout diverticule peut saigner, peut s'infecter, quoi. Bon, ceux qu'on connaît, c'est surtout les diverticules du sigmoïde, notamment chez les gens constipés, encore que c'est remis en cause, ça, qui peuvent Le diverticule, c'est comme la ventouse qu'on mettait dans le dos à une époque, et en fait, il y a un petit vaisseau qui est au dôme, qui peut saigner, surtout, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoire parce que ça peut faire saigner des diverticules, et puis ça peut s'infecter, ce qu'on appelle la sigmoïdite diverticulaire, c'est l'appendicite à gauche. C'est les mêmes signes, sauf que ça se passe à gauche. Oui. Après, les diverticules du grêle, ça favorise des pullulations. Je n'ai pas la notion que ça s'infecte tant que ça, c'est surtout le côlon qui est connu, quoi. Alors, j'ai une question. Si un Helicobacter pylori ou une pullulation bactérienne peuvent provoquer des spasmes laryngés lors de vomissement Non, ou un reflux sans sens. non. Alors, bon, c'est sûr, quand on a ce HP, là, Helicobacter pylori, il faut l'éradiquer. Il faut le traiter parce que c'est un germe qui est cancérigène, quoi, si vous voulez. D'accord. J'ai vu qu'il y avait quelques questions aussi sur la maladie de Crohn, etc. Bon, il y a eu des cas décrits, mais je n'ai pas la notion que c'est une association typique, quoi, vous voyez. Je ne sais pas si tu as cette notion-là. Non, ce n'est pas une association avec la sclérodermie, la maladie de Crohn. Après, on trouvera toujours quelqu'un qui a une sclérodermie, une maladie de Crohn, qui a une sclérodermie, une colite microscopique, etc., quoi. Dominique et Laurence, moi j'ai fait à peu près le tour des questions et ça fait déjà assez longtemps. Est-ce que vous avez encore des dernières questions? Non, on a fait le tour, je pense. Donc, avant de passer la parole à Dominique, je voudrais vraiment remercier le professeur Bonas pour sa disponibilité et pour la réponse impromptue comme ça aux questions. Et puis je laisse Dominique conclure. Oui, un grand merci, professeur, pour merci votre disponibilité, pour la présentation, pour toutes vos réponses. Le résumé, c'est qu'on n'a pas beaucoup de solutions en particulier. Oui, c'est vrai que, vous voyez, je relisais, j'avais fait un topo comme ça, c'était à Aix-les-Bains, hein, je crois, Jean-Luc, en 2016. Et je regardais, j'ai beaucoup réutilisé ce topo, j'ai complété des choses, mais je me disais, c'est vrai qu'il
Il n'y a rien de nouveau. Mais je vais vous dire, indépendamment de la sclérodermie, nous, on a des patients qui ont des gastroparésies, qui ont des pseudo-obstructions pas liées à une gastroparésie, et c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on essaye le méthoclopramide, la dompéridone, l'érythromycine, et moi, je sais plus ou moins à l'avance que ça ne va pas marcher, vous voyez. Et la question, c'est quel est le médicament. Alors, il y a des essais, hein, il y a actuellement des données qui sortent sur certains médicaments qu'on appelle, comme le Resolor, qui est un agoniste, c'est-à-dire qui va agir sur des récepteurs 5-HT4, sérotonine numéro 4. Ça vient d'être publié dans la gastroparésie, mais c'est du domaine quand même de la recherche. Et de toute façon, le problème de ces médicaments, c'est que je suis pratiquement sûr qu'ils ne seront pas remboursés. Parce qu'on va vous dire les troubles de la motricité, etc. Ce n'est pas comme si j'avais un cancer, une maladie inflammatoire. Sauf que quand il y a un trouble de la motricité, fortiori dans votre maladie, eh ben, on va être dénutri, etc. Donc, le problème de ces médicaments, c'est que ce n'est pas sûr qu'ils seront remboursés, même s'ils sont efficaces, quoi. Après, c'est sûr que moi, j'ai des patients qui disent, moi, je m'en fous, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, je m'en fous de payer 100 € si ça m'améliore, ce qui peut se comprendre. Oui. Et le problème, c'est que ces traitements au long cours, est-ce qu'ils vont être toujours efficaces, vous voyez? C'est ça. C'est ce qu'on fait presque tous en prenant des traitements complémentaires, oui. ou des vitamines ou autres. Donc, c'est une espèce de mélange où on va prendre ça plus ça, en sachant que tous ces médicaments, ils peuvent avoir les IPP, c'est bien, mais de notre côté, les IPP, ça favorise les pullulations, ça favorise la sélection de germes. Ce n'est pas l'idéal non plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends plus d'IPP et puis je m'esquinte mon œsophage? Vous voyez, donc, comme les antibiotiques, est-ce que j'en prends 7 jours par mois, comme on le faisait à une époque, hein, je me rappelle, Jean-Luc, il y a des années, les gens donnaient de la vibramycine 10 jours ou 7 jours par mois. Hein. Mais d'un autre côté, ce n'est pas top. La rifaximine, c'est un antibiotique qui agit au niveau du tube digestif. Est-ce que c'est bon au long cours d'aller modifier la flore, vous voyez? Bon, en tout cas, un grand merci à vous deux. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, écoutez, gardez le moral, c'est pas facile. Hein. Moi, nous en face, vous savez, on est aussi, des fois, on se dit, mais j'aimerais bien donner un coup de baguette magique et que les gens, je pense au druide Panoramix, là, vous savez, mais malheureusement, on essaye de faire au mieux. Donc, c'est un faisceau de traitements. Il ne faut pas hésiter à nourrir les gens aussi par sonde ou par nutrition parentérale. Ce n'est pas forcément à vie, mais au moins requinquer les gens, vous voyez, avec les complications qu'a la nutrition parentérale. Oui. Ce qui est parfois difficile aussi, c'est que c'est un symptôme ou une atteinte qui ne se voit pas beaucoup, à part quand on est dénutri, qu'on maigrit beaucoup. Ouais. Et c'est très difficile de faire comprendre pourquoi manger, pourquoi. Et c'est vraiment une atteinte compliquée à gérer au quotidien dans la sclérodermie. Et pour, je pense que toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui, c'est 99% qui sont dans la même situation. Bien sûr. Bien sûr. Moi, les patients que je vois, ils sont comme ça, c'est clair. Et, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'au sein de l'ASF, je pense que au niveau du conseil scientifique, on se rend bien compte que l'atteinte digestive par rapport à l'atteinte pulmonaire, cutanée ou articulaire, elle est un petit peu moins, elle fait moins l'objet de l'attention, en tout cas médicale et en recherche, et que le fait qu'on puisse soutenir des projets de recherche spécifiquement dans ce domaine est particulièrement important. Ouais. En tous les cas, j'espère que ce protocole qu'on va faire va apporter quelque chose quand même. L'important, c'est de le faire. Oui, bien sûr. Voilà. Il permettra en tout cas d'éliminer cette piste si ça ne marche pas. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Laurence, merci pour les questions. Jean-Luc aussi, merci. Et puis, je ne vous dis pas à la prochaine, mais pourquoi pas. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.